Allez, on y va. Bienvenue à toutes et tous. Présent au conseil municipal, je propose que Karine Bitsch qui soit secrétaire de séance. Je ne vous donne pas lecture de l'ordre du jour. J'enchaîne directement avec les procurations. Donc Marie-Odile Ballet est absente et donne procuration à Françoise Bitsch. Monsieur Filali donne procuration à Thierry Bisson. Monsieur Chevalet donne procuration à Mme Bitsch. Mme Bergis donne procuration à Monsieur Balland. Et Monsieur Leroux donne procuration à Monsieur Thomas. Vous ne partirez pas sans signer les différentes pièces, notamment le PV de la précédente session, que je vous propose en adoption. Est-ce que vous aviez des remarques sur le conseil municipal et son PV du 16 novembre 2023 ? Non, il est adopté. Tableau des décisions, vous l'avez lu. Avez-vous des remarques, des questions en particulier ? Non, elles sont adoptées. Affaires foncières, donc je vais vous proposer de changer l'acquéreur potentiel d'une parcelle sur Port-et-Plage, puisqu'il y a maintenant quelques mois, nous avions délibéré afin que M. Siebenaler, patron de Process Habitat, puisse développer donc un collectif dont l'objectif était de mettre en place entre 30 et 35 logements. Et évidemment, vous connaissez l'état de la situation immobilière et surtout le recours au prêt aujourd'hui sur les marchés financiers. Donc il s'avère que M. Siebenaler ne poursuit pas. Et donc on s'est mis d'accord pour ne pas aller plus loin et surtout ne pas immobiliser la surface. Je rappelle que systématiquement aujourd'hui, nous mettons des clauses dans les cessions foncières pour que nous ne soyons pas bloqués. Et aujourd'hui, avec zéro artificialisation nette, il faut être attentif à bien valoriser nos terrains et de ne pas les geler en déraison. Donc, à l'époque, pour être tout à fait clair avec vous, dans le cadre donc, des missions du maire et évidemment des sujets que je porte, pour qu'on puisse avoir des délibérations à proposer en conseil municipal. J'avais déjà eu des discussions à l'époque avec Nicolas Clazadonte, qui s'est déjà porté acquéreur de la parcelle derrière le Super U, où il envisage donc de créer un lotissement, et donc est intéressé pour porter le portage donc, de cette construction. Je lui ai indiqué que je souhaitais garder la philosophie d'une construction en collectif, et en revanche, et c'est la proposition de M. Clazadonte, qui se limiterait à une vingtaine de logements, ce qui ne me dérange pas. Je dirais même que dans le cadre d'une harmonie dans le quartier, des jeux d'ombre et des jeux de lumière, etc., ce sera sans doute mieux accepté au sein du lotissement. Ce que je vous propose, c'est que dans la mesure où on avait discuté de la même manière à l'époque avec Nicolas Clazadonte, comme avec Pascal Siebenaler, à l'époque il y a une volonté de diversification parce qu'il y avait plusieurs prospects intéressés, et c'est de céder cette parcelle à Nicolas Clazadonte, donc dans les mêmes conditions que nous avions évoquées auparavant avec M. Siebenaler, c'est-à-dire de céder la surface de 3 374 m² au prix de 101 220 €, étant entendu qu'on aura aussi, bien sûr, une vigilance sur des délais de réalisation, comme on l'a maintenant, comme je vous l'ai dit, sur toutes les opérations de cession foncière. Voilà. Avez-vous des questions, des remarques ? On avait examiné en commission des finances. Pas de questions, pas de remarques. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. C'est une délibération importante, la suivante, par rapport à une convention de délégation temporaire de maîtrise d'ouvrage avec l'AGLO pour les travaux de requalification de la voie d'Illet et de la rue de la Charité, parce que nous préférons avoir un maître d'ouvrage qui prend la casquette pour les autres dans les différentes opérations de travaux qui sont complexes, d'autant plus qu'on porte souvent de l'enfouissement, des travaux d'aménagement et aussi des travaux de réseau humide. Et donc, on propose maintenant systématiquement avec l'AGLO que la ville porte l'ensemble de la maîtrise d'ouvrage. Évidemment, chacun paye sa partie, ça va sans dire. Donc, c'est quelque chose que nous avons déjà mis en place pour la rue de Lorraine. Évidemment, la communauté d'agglomération d'Épinal a déjà pris ou va prendre les délibérations concordantes
sur ces différents sujets. Donc c'est assez important parce que ça emporte quand même, à un moment donné, une implication forte de la ville sur la désignation des entreprises, le suivi administratif des marchés, les recherches de subventions, le suivi comptable et toutes les prestations. Ce qui nous intéresse essentiellement, c'est une meilleure coordination des travaux, 1, et 2, ça améliore nos projets et leur présentation pour les demandes de subventions. Puisque vous présentez un projet global, parce que si l'AGLO présente pour la DETR, par exemple, un dossier pour les réseaux humides sur la rue de la Charité, puis que la ville propose elle-même son propre dossier à la DETR pour l'aménagement et l'enfouissement, le dossier est quand même moins bien valorisé du point de vue des élus qui siègent au sein de la commission de la DETR. C'est normal. Donc voilà. Donc il y a aussi cette ambition-là. Avez-vous des questions, des remarques? Non, je mets ce rapport aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Voilà une délibération que je suis assez satisfait de vous proposer. On avait reçu récemment Olivier Jaudion lors de notre dernier conseil municipal pour vous parler donc des zones d'accélération pour la production d'énergie. Alors, c'est un sujet essentiel, c'est une obligation réglementaire. Normalement, il fallait délibérer avant le 31 décembre, mais la préfecture, compte tenu d'un niveau d'implication et de compréhension des dossiers qui ne sont pas toujours faciles en fonction des niveaux des communes, le niveau d'habitants et le niveau d'administration des communes. Donc, il y a un report proposé de 2 ou 3 mois. Moi, je vous propose que nous n'utilisions pas ce dossier puisque nous sommes prêts, on y a travaillé, notamment avec les services de la ville, avec l'AGLO et plus encore avec les services du SCOT. Donc, c'est assez simple, globalement, c'est que par rapport aux études qui ont pu être proposées par le schéma de cohérence territoriale, je vous propose de retenir quasiment toutes les zones qui ont été identifiées pour le développement de l'éolien, du solaire, du photovoltaïque, voilà, pour être clair. À quelques exceptions près, c'est-à-dire que, par exemple, au domaine des lacs, on a retiré le lac où aujourd'hui on fait du wakeboard. On ne propose pas d'installer des panneaux photovoltaïques flottants sur ce lac, puisqu'il a aujourd'hui une exploitation économique, voilà. Alors qu'initialement, dans les plans du SCOT, il n'y avait pas cette lecture. C'est nous, les gens de terrain, bien sûr, qui devons à un moment donné apporter ce regard empirique. Bon, voilà, donc on a enlevé ça. On a rajouté quelques zones qui ont pu être identifiées dans le cadre d'échanges avec les habitants. Ce qui est important de noter, c'est que on est sur un potentiel. Donc ça ne veut pas dire qu'on vote un potentiel d'implantation de production d'énergie, qu'on est sûr que ça va se passer. Je prends le meilleur exemple parce que ça sont tout fait débat et aujourd'hui font débat des sujets qui devraient faire du consensus. Je parle par exemple de la loi immigration. Mais s'agissant de l'éolien, par exemple, ce n'est pas parce qu'on détermine qu'il y a un potentiel éolien quelque part que demain matin, il y a une éolienne qui va se monter avec des gens qui vont venir avec des tracteurs, des bulldozers. Je trouve que les gesticulations politiciennes de terrain, des fois, sont assez piteuses. Moi, je trouve qu'au contraire, s'interdire d'examiner taux potentiel, c'est s'interdire d'examiner un projet sur le fond. Ça me semble assez paresseux de ne pas creuser les sujets. Donc, par exemple, il y a un potentiel éolien. Je vous parle des choses qui font un peu débat parce que il y a plein de trucs là-dedans qui sont consensuels. Et sur l'éolien, par exemple, il y a sur le nord de la commune d'Oncourt un potentiel éventuel, mais il ne pourra être développé que si la commune d'Igné, qui elle a vraiment l'essentiel du potentiel photovoltaïque éolien sur ce secteur, s'engage. Si la commune d'Igné, par exemple, vient dire « nous, on ne veut pas mettre en place d'éoliennes », le potentiel éolien qu'on a sur Oncourt est largement insuffisant pour développer des éoliennes. Voilà. En revanche, si Igné se lance et que nous, à Taon, nous sommes d'accord, ça pourrait permettre des implantations. Je dirais aussi, certaines communes, pas loin d'ici d'ailleurs, parfois s'opposaient à l'installation des éoliennes, disaient « je les laisse aux voisins », sauf que les éoliennes, dans le paysage, vous n'avez pas vraiment, quand vous êtes à 5 ou 10 bornes, sur quel patelin elles sont vraiment. Donc vous pouvez ne pas avoir la ressource et avoir les inconvénients. Il faut donc, à mon avis, réfléchir. Voilà. Se donner l'autorisation
la permission de réfléchir et pas faire des gesticulations politiciennes, surtout quand on n'y connaît rien, hein, voilà, sur ces sujets de transition écologique. Voilà, donc moi je pense que c'est mieux de ne pas s'interdire, et ensuite, si il devrait y avoir une réflexion sur, par exemple, un opérateur qui veut poser une éolienne ou plusieurs éoliennes sur Igné-Oncourt, par exemple, eh bien, il faudrait pouvoir lancer une étude et le conseil municipal serait de nouveau mobilisé pour dire oui ou non, on est d'accord pour s'implanter. Donc pourquoi l'arrêter maintenant, à partir du moment où, sur pièce, sur preuve et au gré d'analyse digne de ce nom, on pourrait se positionner. Hein, j'aime pas trop les positionnements de principe, vous l'aurez bien compris, en tout cas pas sur ce sujet. Voilà, donc vous retrouvez du potentiel éolien un peu aussi sur la commune de Girmont, et même cause, mêmes effets, on aurait à chaque fois cette nécessité d'étudier les potentiels par des études complémentaires si nous le voulons bien. Voilà donc ce qui est relatif à l'éolien. Sur la chaleur, on a quand même déjà, nous, on sera dans les objectifs assez facilement du gouvernement et de l'État et du Parlement, parce qu'avec le réseau de chaleur urbain, on va déjà gagner en termes de tonnes de CO2 des milliers de tonnes des milliers et des milliers de tonnes sur la période de concession. Donc on aura quand même déjà, en termes de potentiel de chaleur, fait, à mon sens, notre travail. On identifie des potentiels, évidemment, de réseaux de chaleur et d'exploitation, donc de la chaleur comme mode d'énergie, sur la BTT, hein, future zone économique, sur la zone Innova 3000 également, bien évidemment. Et puis on a identifié les centrales hydroélectriques, dont celle qui est aujourd'hui dans le périmètre de la BTT, comme étant un potentiel aussi à activer à l'avenir. Et puis sur le solaire, on s'est permis d'ajouter, par rapport aux propositions qui nous ont été faites, un certain nombre d'endroits pour être ou retrancher le domaine des lacs, en tout cas un des 3 lacs du domaine des lacs. On a identifié également la zone du futur lac d'exploitation quand M. Barrière cessera l'exploitation, et cédera éventuellement donc ce secteur de terrain. Donc là où on pourrait éventuellement étudier du photovoltaïque flottant. On a identifié toutes les toitures de toutes les habitations. On a identifié toutes les grandes surfaces de parking, de supermarchés par exemple. On a identifié également les grandes zones dans les zones économiques, par exemple accueil autopièces avec toutes les voitures qui sont entreposées donc, sur la parcelle de AAP. Et tous les secteurs qui nous semblaient intéressants, on les a identifiés comme étant des potentiels également à exploiter. En termes donc on est plutôt sur du développement de photovoltaïque, sur du bâtimentaire, sur du parking et un peu sur la surface d'eau type étang. Il y a potentiellement sur Oncourt également du champ photovoltaïque potentiel en agrivoltaïsme, mais qui restera là aussi à étudier, notamment dans la partie entre Oncourt et Igné, là où les champs à gauche quand on monte vers le Chêne, là, et puis là, sur la route de Mazlet. Voilà ce qu'il en est. Et là, avec un avantage, nous, d'être quand même en proximité d'un poste source électrique très très important sur le territoire de Dogneuville, et qui permet d'imaginer, on l'espère en tout cas, une potentielle rentabilité de ces projets s'ils pouvaient être mis en œuvre à un moment ou à un autre. Voilà, donc je ne veux pas être beaucoup plus long, je veux simplement dire que ça doit quand même permettre à notre pays d'atteindre la neutralité carbone à 2050, c'est un objectif national, rétabli dans certaines lois, y compris ceux qui ont fait les singeries à Dubaï, là, en s'applaudissant encore une fois, un peu honteusement, je trouve. Mais bon, voilà, nous, en tout cas en France, je pense que c'est un objectif assez clair et qui est loyalement poursuivi par les forces institutionnelles. Maintenant, je pense que là, on ferait largement notre part. Il y a aussi, évidemment, et c'est pas dans ce projet de loi qui a été adopté,
mais c'est un élément qui me semble aussi important. Il est essentiel d'envisager aussi tous les projets qui nous permettent de moins consommer l'énergie. Et donc là, je rappelle les différents projets qu'on peut effectivement mettre en place, et notamment l'isolation des bâtiments qu'on souhaite mettre en place, les projets qu'on a déjà pu envisager. Sur Goypré, on a réussi à faire grâce simplement, en chauffant pas les couloirs à 20 degrés pendant les vacances scolaires, pendant les week-ends, le mercredi, en évitant de chauffer les caves et les greniers dans les périodes creuses, gagner 20% quand même de consommation d'énergie. Quand même pas anodin, pas anodin. Mais pour cela, il faut mettre en place de la technique, de la technologie, et ne pas toujours escamoter les projets d'investissement, notamment sur la gestion du chauffage ou de l'électricité, avec des modes parfois de gestion à distance, etc., qu'il faut faire si on veut vraiment être dans la transition énergétique intelligente et de terrain, quoi, pas simplement celle des bureaux, enfin en tout cas des matières grises. Voilà, donc bon, si un projet est proposé en dehors des zones d'accélération indiquées, ces projets pourront se mettre en place. La seule chose, c'est que les projets identifiés dans les zones d'accélération peuvent avoir peut-être deux avantages, mais il faudra encore les mesurer à l'avenir. Le premier, c'est, soi-disant, une accélération du traitement du dossier pour gagner du temps, pour que les autorisations arrivent avec quelques semaines, parfois quelques mois de précocité par rapport à ce qu'on peut observer aujourd'hui. Ça reste à voir. Un. Et deux, éventuellement, une possibilité plus évidente de rachat de l'énergie produite par les énergéticiens, à des prix qui seraient meilleurs que si on n'est pas dans une zone d'accélération. Mais là aussi, ce n'est pas certain. Donc tout ça pour dire que ce qui est intéressant, c'est d'essayer ensemble d'avoir identifié ces zones, que s'il y a des projets en dehors des zones, ils pourront être menés quand même, ils seront peut-être moins faciles à sortir, enfin, ils pourront être sortis comme maintenant, voilà. Et les projets dans les zones d'accélération pourraient être peut-être portés plus facilement. Mais comme je vous dis, moi, je n'en prends pas l'engagement ici, je ne suis pas instructeur à la DDT. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Maintenant, si vous avez des questions ou des remarques, je veux bien essayer d'y répondre. J'avais voulu quand même la fois dernière qu'on ait une présentation avant cette délibération pour éclairer le conseil municipal et puis qu'on puisse contextualiser tout cela, parce que ça reste quand même des trajectoires et des décisions très importantes pour notre avenir, celui de notre pays, etc. Avez-vous des questions, des remarques? Non? Bon, eh bien, écoutez, je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je propose une prise en charge exceptionnelle de frais de raccordement suite à l'acquisition d'un bien. J'ai été saisi par monsieur Fouzi Haïdi, qui habite 19 rue des Aulnes. Je rappelle cette maison qui est au carrefour de la rue des Aulnes, qui devait être abattue puisque la précédente municipalité souhaitait étudier la mise en place d'un giratoire. Donc pour avoir les angles de giration, cette maison aurait dû être détruite, et les esquisses, l'avant-projet détaillé et le projet maintenant que nous allons mettre en place permet de maintenir cette maison, parce que tout ce qu'on peut garder d'habitat en centre-ville, sauf lors de réorganisation de l'espace majeur, où il faut savoir détruire, parfois pour reconstruire, mais là-bas ça semblait pas vraiment nécessaire. Il y a eu donc les branchements et les compteurs d'énergie avaient été coupés par la commune dans l'attente de la vente, et donc il faut décaisser des frais pour permettre je dirais que les branchements et que l'énergie puisse aller jusqu'à la maison, jusqu'à la propriété. Et donc les acquéreurs nous ont étaient les mieux-disants à l'époque pour acheter, par rapport aux autres propositions qu'on a eues, mais nous font état de difficultés financières et nous sollicitent donc pour une participation au raccordement qui coûte en tout 1 251 € et quelques centimes, et pour lequel notre aide est demandée à 50%. Enfin, notre aide était demandée pour tout, mais moi je propose qu'elle se limite
à 50%, c'est-à-dire 625 € et 66 centimes. Pourquoi? Globalement, on pourrait dire, écoutez, débrouillez-vous, vous n'étiez pas censé l'ignorer. Dire quand même qu'au moment, à l'époque du positionnement des acquéreurs, nul n'est censé ignorer l'état d'un bien, c'est vrai, mais bon, à la décharge des acquéreurs, le fait que les branchements soient coupés, suspendus, était quand même pas tout à fait clair, et les écrits que j'ai pu avoir à ma connaissance en attestent. C'est pour ça que je vous propose de couper la poire en deux, voilà, et de les aider. Ça me semble être de bonne politique. Est-ce qu'il y a un avis contraire, une question, une remarque? Non, mais ce rapport aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. L'adhésion à la Fondation du patrimoine, on en parle. Donc, j'ai été sollicité il y a quelque temps par la Fondation du patrimoine, puisqu'on a rencontré Jackie Frémont il y a quelque temps, qui est un passionné du patrimoine, du petit patrimoine ou du gros patrimoine dans les Vosges. Il nous avait d'ailleurs aidé à l'époque, et on avait pu informer d'ailleurs grâce à lui un certain nombre de propriétaires des belles maisons de l'avenue Armand-le-Derlin et de la rue Pierre de Coubertin, pour que notamment lors de travaux, la Fondation du patrimoine puisse aider les propriétaires. Et d'ailleurs, plusieurs propriétaires ont sollicité la Fondation du patrimoine et ont été aidés. On envisage, nous, de les solliciter sur des projets à l'avenir. Je pense par exemple à la chapelle qui n'est pas à nous, qui le sera sans doute un jour, la chapelle de l'oratoire. Bon, voilà, on aimerait bien solliciter la Fondation du patrimoine quand il faudra faire des travaux. Donc, je dirais qu'en contrepartie, ce n'est pas tout à fait ça, mais on peut l'interpréter ainsi, il nous a été proposé d'adhérer à la Fondation du patrimoine pour que globalement on ait un engagement global dans la démarche globale de la Fondation. Et donc, je vous propose qu'on puisse adhérer. C'est un coût de mémoire de 500 € par an pour simplement apporter du financement, mais surtout avoir de l'information, être invité aux assemblées générales, participer à des événements, etc., et d'accompagner la logique de la Fondation du patrimoine, qui me semble essentielle, puisque c'est ce qui fait, à mon avis, une des caractéristiques de notre pays, c'est d'avoir un patrimoine riche, et que quand on a des acteurs qui se mobilisent pour le défendre, il faut savoir les rejoindre, pas simplement les aider, les rejoindre. Donc c'est le sens de cette délibération. Voilà ce que je vous propose. Est-ce que vous avez des remarques à ce sujet? Non? Très bien. Je me vois. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je dois vous faire adopter la composition de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols. Je viens d'en parler un peu. Et c'est plutôt quelque chose d'intéressant et en tous les cas qui m'intéresse beaucoup, puisque dans le cadre de la loi climat et résilience, on a le zéro artificialisation nette qui va se mettre en place. Moi, j'ai remis en place un certain nombre d'élus récemment. Là, j'avais participé lors de la labellisation du territoire au label territoire d'industrie. L'Aglo et la Comcom de Rambert, qui conjointement avec ODT étaient retenus. Il y a le président de la communauté d'agglomération d'Alès, là, qui avant avait fait un show et avait dit « Je suis contre cette loi, on ne va plus pouvoir se développer, c'est foutu ». Et je m'étais permis de lui dire que c'était assez démagogique et que je pense que la lutte contre l'artificialisation des sols, mais il s'est fait applaudir par les 400 gaillards qu'il y avait dans l'assistance. Moi, il y en a une seule qui m'a applaudi, j'ai appris après qu'elle était écologiste, j'ai dit merde, je me suis peut-être planté. Bon. J'ai dit, moi, quand même, la lutte contre l'artificialisation des sols, c'est quand même chose d'essentiel. Aujourd'hui, il y a plein de communes. Je veux illustrer le propos, parce que ça, c'est juste, je vais faire adopter une commission. Bon, je pense que personne ne sera contre, ce serait quand même assez crétin. Mais le sens qu'il faut donner aux choses. Actuellement, au sein du SCOT, régulièrement, on a des PLU qui nous sont soumis pour avis en compatibilité. La dernière fois, j'aime beaucoup le maire de Dignonville, je sais qu'il n'a pas compris ma position, et je l'ai exprimé moi devant tous les conseillers syndicaux, c'est de dire, mais on nous demandait des zones de développement à Dignonville pour construire de nouveau des maisons, des lotissements, des choses comme ça. Moi, je comprends le point de vue du maire de Dignonville. Il a raison, lui, de vouloir développer son village. Il est périurbain à Épinal, il y a beaucoup de gens qui ont construit depuis plusieurs années à Dignonville, mais on a quand même un pépin dans les Vosges. L'INSEE indique qu'on va perdre 100 000 habitants d'ici 2070.
on peut quand même imaginer que ça va avoir un impact sur l'occupation des baraques quand même. Donc si on continue à laisser les lotissements se faire partout, dans un contexte où dans 50 ans, on sera 100 000 de moins, il va y avoir combien de logements vacants? Il va y avoir combien de lotissements vides? Ceux qui espéraient transmettre un capital à leurs gosses, qu'est-ce qu'ils vont leur dire quand une baraque qui vaut aujourd'hui 200 000 balles en vaudra 50 000 à cause de ça? Il faut réfléchir aussi à ça quand même, un minimum. Donc je crois quand même qu'on a assez de grains à moudre dans nos villes et villages, plutôt que de manière un peu paresseuse, se livrer à la consommation d'espaces naturels et agricoles, comme ça, parce que c'est facile de construire sur du vide. Ben, je pense qu'à l'inverse, il faut accélérer ces reconquêtes de centre-ville, ces reconquêtes de bâtis. On n'a pas les outils qu'il faut, hein. Moi, je tiens à le dire, je tiens à le souligner. J'espère que ça pourrait être repris, que ce soit par voie de presse, que ce soit parce que nos trucs sont toujours regardés en visio, etc. Il faudra des moyens nouveaux pour aider les communes et les agglos et les propriétaires à reconfigurer le bâti, les baraques de centre-ville, évidemment. Aider les communes à avoir de meilleurs outils juridiques aussi, parce que vous voyez, les singeries qu'il faut faire aujourd'hui pour qu'un propriétaire ait enfin peur de nous, hein, pour avoir, à un moment donné, se sentir un peu obligé de refaire sa baraque. Mais c'est la croix et la bannière, veuillez bien me croire, la croix et la bannière aujourd'hui. Et une fois qu'on pourrait avoir les outils juridiques, ben après il faudra avoir les outils financiers. Parce que c'est quand même plus facile de construire une baraque comme ça, sans contrainte. Il y a quelques-uns autour, je pense à Michel, hein, qui a fait pas mal, je salue tes engagements, tu as fait beaucoup d'investissements sur Taon, tu as fait des belles réhabilitations récemment. Ça, c'est bon pour nous autres. Mais il faut des outils financiers quand même derrière pour développer cela. Si les communes se substituent aux propriétaires qui veulent rien foutre, hein, et que derrière, on met en place des procédures juridiques. Si elles étaient plus simples, ça serait pas mal. Mais il faudra aussi des finances pour porter les travaux. Hein, eh ben, on ne les a pas, ces outils. Donc, il faudra qu'en marge de zéro artificialisation nette, que je soutiens sans aucune ambiguïté, voilà. Sauf pour l'économique, où il faudra garder plus de capital pour du développement économique, et être un peu moins doctrinaire sur le foncier de l'économique, ça c'est important. Mais néanmoins, sur l'habitat, il faut arrêter les lotissements. C'est nul en plus. Enfin, je veux dire, c'est nul. Les gens, et puis ils partent par vagues. Les gens, enfin, c'est des trucs. Moi, j'habite dans un lotissement. Je suis mal placé pour en parler. Mais les lotissements, c'est le degré zéro de l'aménagement urbain. C'est le niveau zéro de la construction des villes. Donc, c'est une opportunité pour arrêter ça, pour que les gens, au fur et à mesure, reconquièrent les villes. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'on a un vieillissement très important de la population. Moi, je peux quand même citer, je ne souhaite de mal à personne, vous le savez ici, mais on a quand même des lotissements où on sait que dans 10 ou 20 ans, il y a des enjeux capitaux de renouvellement de population. Hein. Bah, tout le monde est arrivé en même temps. Hein. Et les lotissements des années 70-80, je peux vous dire qu'on en a une paire sur le village. Hein. Donc il va falloir aussi, est-ce qu'on aura la dynamique d'habitants voulant s'installer ici, ou de gens qui grandissent sur le territoire et qui vont vouloir investir dans ces maisons, alors que 75% des jeunes quittent le territoire. Hein. Je pense qu'il faut quand même regarder la vérité en face, quoi, à un moment donné. Donc voilà, je voulais quand même réintroduire le propos, parce que bien malheureusement, dans de nombreuses réunions, on constate, en sortant des réunions du SCOT, de l'agglo, des élus qui s'opposent totalement à ce mode de pensée. Je ne dis pas que j'ai raison, hein. Je dis simplement qu'il faut essayer de construire ensemble peut-être une ligne, qui doit être une ligne de compromis. Bien sûr, il faudra quand même encore des constructions neuves, évidemment, mais le rythme de développement des lotissements dans les villages a consommé 2/3 du foncier dans les 20 dernières années. Moi, j'ai rien contre le développement des villages, mais on sait au détriment de qui cela s'est fait. Des bourgs-centres, d'Épinal, typiquement, parce qu'il y avait une fiscalité importante. Mais pourquoi il y avait une fiscalité importante à Épinal? Mais parce qu'il y avait les services. Il faut arrêter ces logiques. Il faut arrêter ces logiques mortifères. Là. Et c'est toute une conception de l'aménagement du territoire qu'il faut reprendre. Plutôt que de sournoisement dire ben, « moi je mets des impôts à l'épacrette ben, », c'est sûr, hein, toutes les communes périurbaines qui n'ont pas de service Taon, ce n'est pas notre cas. Mais il y a plein de communes périurbaines qui font 1000, 500, 2000 habitants. Elles ont peu de services.
elles ont les habitants qui préfèrent être à 10 minutes d'Épinal sans avoir la fiscalité. Mais qu'est-ce que c'est que ce projet de territoire, quoi, je veux dire, c'est quand même fou. C'est fou qu'on en soit arrivé à là. C'est fou. C'est fou. Il faut arrêter. Mais tout de suite, quoi, je veux dire. Et donc c'est peut-être une trajectoire qui, par le zéro artificialisation nette, va s'imposer. Mais il va falloir des outils nouveaux. Et vous avez vu qu'avec Action Cœur de Ville à Épinal, Épinal a quand même réussi à lutter contre la vacance des logements de manière importante. On dit, les gens ne veulent pas vivre dans les centres-villes. C'est pas vrai, hein. C'est pas vrai, c'est vrai en partie. Il y a un modèle économique, il y a un modèle du pavillon, on veut avoir 500 mètres de terrain, puis on ne l'entretient pas, bien sûr, hein, bien évidemment. Hein. On veut ce modèle-là. Mais avec Action Cœur de Ville, Épinal a fait la démonstration que quand vous aviez des logements qui étaient dignes de ce nom, ben, il y a des gens pour les louer, hein, et pour les acheter. Hein. Je ne sais plus, les chiffres d'Action Cœur de Ville à Épinal sont probants. C'est probant. Sauf qu'il faut que ce dispositif-là puisse se mettre en place partout, y compris pour nous. C'est pour ça qu'on est sur étude de revitalisation de centre-ville de Taon et qu'on veut une opération de revitalisation territoriale avec des outils juridiques et financiers. Mais même ORT, ça sera insuffisant. Il faudra plus de moyens juridiques et financiers. Donc c'est tout ça qui va se jouer dans la conférence régionale de gouvernance de la politique de la réduction de l'artificialisation des sols, parce que le président de la région a proposé que la ville de Taon-les-Vosges soit dans cette conférence régionale. Il y a quelques villes, il y a 7 villes, Montcornet, sur tout le Grand Est, hein, Saint-Pouange, Longwy, Taon, Charleville, Heurte et Sierentz. Et moi, je veux dire, je suis content de pouvoir aller raconter mes trucs là-bas. Hein. Non, mais il faut qu'on porte ces messages-là, c'est essentiel. Après, il y en a peut-être plein là-dedans qui ne sont pas d'accord, et tant mieux, c'est ça le débat et c'est ça la démocratie. Donc, c'est bien. Et d'ailleurs, on a poussé le truc, on a délibéré en ce sens récemment au SCOT, pour que le SCOT des Vosges centrales soit également dans cette conférence territoriale. Ça aurait quand même été dommage que le président Henrich n'aille pas aussi porter ces discours-là dans cette conférence. Hein. Ça me semble aussi assez capital. Voilà donc l'enjeu de cette délibération, quoi, finalement. Hein. Je ne vous fais pas lecture de tous ceux qui vont être dans la commission. Vous en avez eu lecture dans le... En fait, il y a plusieurs SCOT, il y a plusieurs Comcom, il y a des EPCI. Il y a y compris des communes qui n'ont pas de document d'urbanisme. Ça va être rigolo, ça. Hein. Et puis des communes, nous on fait partie des 7 communes nommées, proposées, parce qu'on a un document d'urbanisme. Et puis représentants de l'État, de la CCI, de la Chambre d'agriculture, etc. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques, des questions? Alors, soit sur délibération, sur ce que je viens de dire, hein, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un pense l'inverse, moi je veux bien l'entendre. Hein, ça peut être effectivement intéressant. Mais je crois qu'ensemble, depuis maintenant 3 ans et demi, on construit cette vision. On construit cette vision qui doit s'affirmer. Hein. Et c'est pas facile de renoncer. Hein, quand tu dis, ah ben oui, là, à cet endroit-là, tu construis un lotissement, tu dis, ben oui, mais oui, en 2 semaines, tout est vendu. Hein? Oui? Mais non, mais c'est vrai, tout est vendu, tout serait vendu. Mais est-ce que c'est parce que tout serait vendu que c'est bien? Ben non. Ben non. Voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un contre ça qui s'abstient? Merci. Le contrat d'assurance des risques statutaires. Donc le centre, vous savez bien ce que fait le centre de gestion. Il nous propose de participer à la consultation pour une souscription au contrat d'assurance statutaire à mettre en place en 2025. Si après Michel ou Emre voulez rajouter quelque chose, n'hésitez pas. Hein. Donc moi je vous propose de mandater le centre de gestion pour lancer la procédure de marché public d'abord. Pardon. De recenser auprès de l'actuel assureur statutaire les données statistiques des 3 dernières années, selon le modèle de fiche statistique proposé par le centre de gestion. Les conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants, donc les agents affiliés à la CNRACL, décès, congé pour invalidité temporaire imputable au service, maladie ordinaire et temps partiel pour raison thérapeutique, longue maladie, maladie de longue durée, maternité, paternité, accueil de l'enfant, temps partiel pour raison thérapeutique consécutif à un arrêt, mise en disponibilité d'office, infirmité de guerre, on pense vraiment à tout, hein, allocation d'invalidité temporaire, les agents affiliés à l'IRCANTEC également, pour un périmètre moins large. Ces conventions devront également permettre une durée d'un contrat de 4 ans, donc de 25 à 29, et puis le régime du contrat serait donc la capitalisation intégrale. On peut ajouter que c'est une phase de mandatement qui n'engage pas la collectivité, hein, puisqu'à la suite de la présentation des résultats au printemps prochain,
le choix définitif d'adhésion au groupement devra faire l'objet d'une autre délibération et ensuite signer une convention avec le centre de gestion. Alors, on peut parler du contrat, peut-être pas, vous vouliez peut-être en parler, du contrat existant, non? Sinon, je le fais. Hein. Il y a une gestion, il faut dire, donc une gestion qui est reconnue de proximité par le centre de gestion pour tous les sinistres, dont la gestion électronique des documents. Il y a un transfert automatisé des arrêts via l'outil d'application du centre de gestion, avec une organisation de comité de pilotage de l'absentéisme dans les collectivités. Alors, nous, on a des données qui sont à peu près conformes à ce qu'on voit sur l'ensemble des collectivités de notre taille au niveau national. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'est pas intéressé, hein, parce qu'on n'est pas des champions d'un très bas taux d'absentéisme. On n'a pas non plus un absentéisme très haut. Et puis, c'est toujours très intéressant de partager sur ces données, notamment en ce qui concerne les agents, avec une mission d'accompagnement des collectivités sur ces sujets. Une tarification au plus juste, avec une analyse fine des statistiques sur les années 21 à 23. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est une mutualisation entre les collectivités adhérentes qui permettent de meilleures garanties et l'absence d'exclusion de couverture. Ça, c'est très important. Avec une étude systématique des accidents du travail et des maladies professionnelles, c'est essentiel pour éviter qu'elles se répètent et puis surtout trouver les bonnes sources. Hein. C'est bien souvent, quand on va trop vite dans l'analyse d'un arrêt maladie et surtout d'un accident de travail, on n'arrive pas souvent à bien analyser les choses. Il faut faire le bon arbre des causes, donc ça c'est proposé, avec le prévention, hygiène et sécurité du centre de gestion, un conseil médical qui est saisi pour des cas complexes, la poursuite de l'utilisation des services annexes du contrat dans le cadre des instances médicales et du service de maintien dans l'emploi, et le contrôle médical. Eh oui, c'est pas un gros mot, avec des contre-visites et des expertises médicales. Je sais que vous le faites. Et vous allez le développer. Il n'y a pas de gros mots. Hein. C'est pas un gros mot. Hein. C'est pas une insulte. Qu'est-ce que ça veut dire, ce que je viens de raconter? C'est que moi, je le fais en tant qu'employeur à côté, hein, sur mes autres fonctions. Hein. Doute ou pas doute, il n'est pas mauvais quand même que de temps en temps, on ait un médecin, un conseil qui aille voir si l'arrêt est justifié. Hein. Non mais... Bah oui. On est d'accord. Hein. Après, l'agent, il est vraiment en arrêt pour de bonnes raisons, il n'y a pas de souci. Hein. Puis le médecin, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui fasse une visite à la maison quand on est en arrêt depuis longtemps. Hein. Soit. Voilà. Est-ce que vous voulez peut-être ajouter des précisions sur ces sujets? Allez-y. Cher collègue, Monsieur le maire, mes chers collègues, pour faire très simple, le législateur, il a légiféré pour deux choses, notamment à l'horizon 2025-2026, notamment la mise en place de la prévoyance en 25 et la mutuelle santé en 26. Mais dans le cadre de l'assurance statutaire, dès lors qu'un agent, qu'il soit fonctionnaire ou agent contractuel, quand il est en maladie, il y a des charges à prendre en considération, notamment un agent fonctionnaire, il est 3 mois à plein traitement et 9 mois à demi-traitement. En fait, en quoi ça consiste le contrat d'assurance statutaire? C'est dès lors que les agents sont malades, en fait, on va venir aider les collectivités qui adhèrent à ce dispositif-là, à ce qu'elles ne dépensent pas trop d'argent, tout simplement. Et l'idée de faire, en quelque sorte, là, mandater le centre de gestion des Vosges, c'est plus on est nombreux, en fait, c'est l'esprit d'un centre de gestion, plus nous mutualiserons et plus nous aurons des offres intéressantes pour avoir la meilleure offre par rapport aux partenaires des entreprises privées. Aujourd'hui, on travaille avec des assurances, des groupements privés. Aujourd'hui, on suit, notamment par le biais, par exemple, de COPIL, de comité de pilotage absentéisme, le suivi statistique des collectivités pour les accompagner au mieux et leur proposer la meilleure prestation possible pour couvrir en fait ce risque de maladie, d'accident. Vous avez entendu le terme de congé d'invalidité temporaire imputable au service qu'on appelle plus communément le CITIS, c'est l'accident, la maladie professionnelle, par exemple aux collectivités. En parlant de la visite médicale, et c'est bien que le maire l'aborde, le centre de gestion des Vosges, à partir du 1er janvier 2024, on met en place notamment le service de médecine de contrôle et agréé, parce qu'effectivement, le contrôle médical, ce n'est pas un gros mot. Aujourd'hui, on a souvent, et on en a encore récemment parlé, on a beaucoup d'agents qui, malheureusement, parfois, on peut avoir un doute ou non, ont parfois des arrêts maladie de complaisance dès lors qu'on leur refuse, par exemple, des congés. Ah, bizarrement, il devait travailler à Noël, pam, il est 15 jours en congé. Ou on a beaucoup, souvent, et ce qui arrive souvent, c'est la maladie du siècle, des syndromes anxio-dépressifs, ça arrive souvent. À compter du 1er janvier 2024, le centre de gestion, d'ailleurs, a mis une tarification à 0,2% des cotisations à cet effet, pour accompagner toutes les collectivités, pour aller contrôler, notamment les services. Et heureusement, on a trouvé un médecin pour pouvoir le faire. Voilà ce que je voulais ajouter.
Payez-le. Hein. Payez-le bien. Hein. Payez-le bien. Hein. Payez-le bien. On peut comprendre une partie de la hausse des cotisations à l'endroit des communes. Et si c'est, oui, mais oui, on n'a rien sans rien. Merci pour ces précisions. J'ai toujours tendance à penser que l'union fait la force, hein, de toute façon. C'est quand on est critiqué, en général, il n'y a pas des kilomètres pour qu'on ait quand même raison, hein, finalement, sur un certain nombre de sujets. Hein. Très bien, je vous propose d'adopter cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je propose que le prochain rapport vous soit présenté par Dominique Marquer. Il s'agit donc d'une approbation de convention avec le BE. Merci, Monsieur le maire. Donc, depuis le 23 janvier 2023, la ville est officiellement habilitée territoire zéro chômeur de longue durée. L'entreprise à but d'emploi, donc le BE Label Initiative, s'est substituée à l'association TZCLD dans sa mission, qui est l'accompagnement des personnes privées durablement d'emploi. Afin de poursuivre notre soutien à cette structure, une épicerie solidaire est en cours d'installation dans les locaux de l'espace Jules Ferry et sera gérée par l'entreprise à but d'emploi. Aussi, nous vous proposons d'approuver une convention de mise à disposition de cette future épicerie solidaire avec l'entreprise à but d'emploi Label Initiative à partir du 1er janvier 2024. Merci Dominique. Alors, c'est pas facile. Le micro déjà est pas facile. Le reste non plus. Alors, s'agissant de ce dossier sur l'épicerie sociale et solidaire, malheureusement, elle ne sera pas mise en place au 1er janvier 2024. Hein. On a quand même eu quelques sueurs froides là, ces dernières semaines sur un dossier qui est quand même de nature parfois à perdre ses nerfs, hein, dans la mesure où on avait obtenu un accord du Conseil départemental des Vosges sur une modalité, hein, d'accompagnement des personnes qu'on accueillerait dans l'épicerie sociale et solidaire. Grosso modo, plutôt que de donner un bon de 150 € à quelqu'un pour qu'il aille faire un caddie de course à Super U, on trouvait quand même assez intéressant que le conseil départemental puisse substituer, après je ne suis pas le président du département, mais puisse substituer, si vous voulez, ces bons-là par une orientation vers l'épicerie sociale et solidaire, pour que, en plus d'acheter des denrées à des prix beaucoup plus bas, qu'ils puissent bénéficier d'un accompagnement social d'abord, et puis socio-professionnel peut-être. Voilà, donc bon, les dispositifs changent. Au 1er janvier, il y a des nouvelles dispositions qui se mettent en place au niveau du conseil départemental. Ça ne compromet pas le projet, je ne pense pas. On en a discuté avec Dominique et la vice-présidente en charge, qui est de bonne composition, hein, sur ce sujet, mais ça va prendre un peu de temps. Alors, mais on va le faire. Alors, s'agissant plus globalement d'ailleurs de cet espace-là, les travaux du CCAS sont quasiment terminés. Hein. On va pouvoir bientôt transférer le centre communal d'action sociale donc dans l'école Jules Ferry, qui changera de nom, hein, d'ailleurs aussi. Hein. On ne sache pas tourner les pages, hein, quand même. Et donc j'ai sollicité de Françoise Bitch qu'elle mène un travail qui vise à, si vous voulez, établir une sorte de règlement de fonctionnement entre tous les occupants, parce qu'ils sont nombreux maintenant, parce que chacun a mis sa signalétique, enfin, c'est un vrai bordel, hein, là-dedans, hein, et chacun met son panneau individuel, etc. Enfin, ça, c'est juste insupportable. On fait 350 000 € de travaux, ce serait quand même bien que l'ensemble soit un peu... Donc il y a quelques investissements, quelques rafraîchissements à faire, mais moi je souhaite qu'il y ait un règlement de fonctionnement entre chacun, et plus encore, et je crois qu'on va y arriver, c'est qu'on puisse aussi avoir des synergies nouvelles entre tous ces acteurs. Parce que si on a souhaité les regrouper à cet endroit-là, c'est parce qu'ils ont des convergences fortes. Un exemple tout bête, il y a le relais de petite enfance qui est dans ce local, et Madame Grosjean, qui est donc la coordinatrice dans cet équipement, disait... Ben, les enfants, on aimerait bien qu'ils puissent aller faire parfois de la gestion de fruits ou de légumes dans les bacs, mais les bacs sont à la hauteur là,
Et les enfants, ils sont grands comme ça. Juste peut-être mettre un petit support pour que... Des trucs bêtes. C'est ça la coopération, c'est ça la richesse des projets. Donc plutôt que de vivre les uns à côté des autres, là comme ça, déjà se mettre d'accord sur les règles de stationnement, de signalétique, etc., ça sera déjà à mon avis une chose. Mais moi je souhaite vraiment qu'on soit... avoir une dynamique de pépite sociale et solidaire à cet endroit-là, quoi. Sinon ça serait du gâchis, quoi. Donc bon, ça avance et j'espère que lorsque l'on pourra inaugurer ensemble, qu'on pourra aborder ces règles de fonctionnement, de vie en commun, mais plus encore les perspectives de projet, qu'on animera d'ailleurs régulièrement, évidemment, par l'intermédiaire de Françoise. Voilà ce que je pouvais ajouter. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions sur ce sujet? Non? Mais on voit qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Je vous propose donc d'aborder un sujet qui est important pour les agents de la collectivité, c'est la mise en place d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Là aussi, on pourrait en discuter longtemps, puisque on a un décret qui est tombé le 31 octobre. Alléluia, merci, merci, monsieur le ministre. Sauf que cette prime de pouvoir d'achat, dans l'hospitalier et dans la fonction publique d'État, elle est financée par l'État, par le déficit de l'État. Qui va encore faire plusieurs centaines de milliards d'euros cette année, quand même. Nous, les collectivités, on ne peut pas vivre en déficit. Donc on n'a pas les mêmes possibilités, les mêmes largesses d'un État impotent et ruiné, mais qui continue à dépenser l'argent qu'il n'a pas. Donc nous, on ne peut pas dépenser l'argent qu'on n'a pas, puisqu'on est soumis à la règle d'or de l'équilibre budgétaire de nos sections de fonctionnement en particulier. Bon, ça étant dit, on nous a quand même royalement offert la possibilité de verser cette prime de pouvoir d'achat à nos agents. C'est super. Et ça nous semble, je vous proposais qu'on le fasse, puisque les temps sont durs, comme j'ai pu le dire en CST, au comité social territorial. Mais il faut dire que les communes n'auront pas de finances de l'État pour payer. C'est le budget communal. Il faut bien comprendre, je l'ai expliqué, il faut comprendre que nous, c'est pas comme l'État, nous l'argent tombe pas du ciel, on vit pas à déficit, on fait pas tourner la planche à billets comme on veut. Et d'ailleurs, c'est l'État même qui est chargé de nous le rappeler quand on déborde. C'est quand même rigolo, ça. Sarkozy avait proposé la règle d'or, là, mais c'est jamais allé au bout, c'est bien dommage, ça. Donc il y a quelques conditions pour pouvoir y prétendre. Donc il faut avoir quand même travaillé en 2023. Ça me semble un peu normal quand même. Avoir été employé rémunéré par un employeur public au 30 juin, il faut toucher moins de 39 000 euros à l'année, je trouve que c'est bien aussi. Et puis donc le décret quand même, on parle de liberté des communes, mais le décret a quand même jugé qu'il fallait mettre des fourchettes. On aurait quand même pu laisser aux collectivités la liberté de faire ce qu'elles veulent, quand même, à partir du moment où elles le payent elles-mêmes. En termes de liberté de gestion des collectivités, il y a encore à dire avec un décret comme ça. Enfin bon. Donc il y a des tranches, et il y avait un maximum. Il y avait un maximum, par exemple, pour les tranches inférieures ou égales à 23 700 euros, on ne pouvait pas aller au-delà de 800. Bon, de toute façon, on ne peut pas le faire, donc ça règle un peu le problème, si vous voulez. Mais quand même, il y avait 800 euros maximum. Et plus vous alliez dans des tranches supérieures de rémunération, plus le plafond était bas, puisque l'objectif est et ça c'est légitime, c'est d'apporter une prime plus importante aux personnes qui ont les rémunérations les plus faibles. Voilà, c'est pour ça que ça exclut il a été exclu le revenu supérieur à 39 000 euros, ce qu'on peut admettre. Donc j'ai mobilisé bien sûr les adjoints au maire, on a examiné avec les services ce qu'on était en mesure de faire, sans faire de décision modificative, parce que vous savez qu'on a prévu un budget en 2023, mais au gré de mouvements, de recrutements qui tardent, de départs, etc., ou de recrutements qui coûtent moins cher que ce qu'on pensait, eh bien on n'a pas consommé l'intégralité du budget. Alors évidemment, l'objectif, c'est pas de faire tourner les avions dans le vide au mois de décembre, c'est pas de dépenser tout l'argent parce qu'il en reste. Il ne faut pas avoir ces mentalités-là. Mais quand même d'avoir une attention à l'endroit des agents dans une situation où le pouvoir d'achat est très fortement grevé depuis 1 an et demi, et que quand, par exemple, vous êtes seul, ou encore pire, vous êtes seul avec 1 ou 2 enfants ou 3 enfants et que vous gagnez moins de 23 700 euros, les temps sont vraiment, vraiment durs, quoi. Voilà.
Donc ça ne va pas changer la face de la Terre, hein, ce qu'on propose, mais c'est quand même une attention. En fait, c'est plutôt l'intention, à mon avis, qui est importante vis-à-vis d'un encouragement, un encouragement aussi vis-à-vis des agents de la collectivité, voilà, pour le travail qui est mené, même s'il y a encore de grandes améliorations à apporter, hein, très grandes. Donc voilà, s'agissant donc des propositions, donc on proposerait 400 € jusque... Alors on proposait 350, hein, mais dans le cadre de discussion avec le comité social et territorial, il nous était proposé par les représentants du personnel de mettre 50 € de plus pour les tranches en dessous de 27 300 €. Bon, ça change, ça renchérit la proposition en tout de 2 500, 3 000 €, on va s'en remettre. Donc on propose de suivre cette proposition, tout en indiquant, alors on n'est pas là pour se donner des galons, hein, mais cette proposition, elle est faite par votre serviteur, hein, au tout début. Hein. Ce n'est pas les représentants du personnel qui m'ont sollicité pour mettre ça en place. Hein. Non, mais qu'on soit clair. Je suis assez pudique, mais quand même, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il faut quand même dire les choses. Hein. Et surtout que n'importe quoi ne se raconte pas après, quoi. Quand même. C'est dommage de devoir le faire, même, si vous voulez. J'aimerais bien ne pas avoir à le dire, mais quand même. Donc voilà, on propose de porter à 400 € cette prime jusqu'à 27 300 €, de la limiter à 250 € entre 27 300 € et 30 840, et de la limiter à 150 € au-delà des rémunérations qui excèdent 30 840 €. Donc il faudra que... Ils auraient pu préciser si c'est 30 840 € et 1 centime, parce que s'il y en a un qui tombe pile poil dedans, on va voir s'il faut lui donner 250 ou 150 €. On a encore un décret qui avait pensé à tout. Voilà. Donc je vous propose d'adopter cette délibération en étant tout de suite assez précis. Hein, ce ne sera pas 400 € net. Hein. Alors il y a des charges, hein, là-dessus. Hein. Donc ce sera moins en net. Hein, que les gens ne trouvent pas ça surprenant. Hein. Voilà ce que je voulais dire. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions sur ce... Ouais. Alors, on peut se féliciter de l'action portée par notre collectivité. J'espère que tout le monde va voter dans le bon sens. Donc, d'avance, un grand merci. Mais par contre, carton rouge, bien sûr, à l'État, parce que c'est bien beau de donner des leçons, de dire qu'il faut faire ci, il faut faire ça, mais même pas fichu de mettre 1 € dans la gamelle pour aider les collectivités qui sont déjà fauchées comme les blés, quoi. Voilà, donc, belle initiative, et j'espère que tout le monde va voter dans le bon sens. Merci, Jérôme. En fait, oui, moi je trouve le pire, en fait, de ça, c'est de nous mettre dans l'embarras. C'est de nous mettre dans l'embarras d'éventuellement avoir une possibilité qu'on ne peut pas mettre en place. Vous vous rendez compte? C'est à qui la faute? Au maire, au conseil municipal. Donc moi, il n'y a aucune pression, on l'a fait spontanément. Je vous l'ai dit, on a proposé. J'en ai discuté avec les adjoints au maire en bureau municipal et on était tous d'accord. Tous d'accord. On a fait un bureau municipal dématérialisé. Donc on était tous d'accord, sans aucune exception. Donc il n'y a pas de souci. Sur la volonté, elle est partagée. Et je pense que c'est le cas pour tous les conseillers municipaux. Mais voilà, c'est un dilemme, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pris soin aussi de dire en CST que je ne suis pas sûr de ne pas pouvoir le reproposer, c'est je ne le reproposerai pas. Pourquoi pas qu'on s'attende, parce que vous savez, les avantages acquis à un moment donné. Alors là, ce n'est pas le cas, c'est une prime exceptionnelle. Mais quand on obtient une somme à la fin d'une année, on attend toujours, quand même, avec un peu d'espoir, à ce qu'elle soit reversée l'année d'après. Je dis aux uns et aux autres, ne vous y attendez pas. Ça ne peut pas intervenir, puisque de toute façon, pour l'instant, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de cadre législatif et réglementaire pour le faire, déjà, d'une part. Puis d'autre part, même si le cadre législatif et réglementaire est remis en place, ce sera encore sujet à notre volonté de le faire, de 1, et 2, à notre capacité surtout à le faire. Vous voyez dans quelle mesure on est dans l'embarras, puisque si l'année prochaine, si un nouveau cadre législatif et réglementaire qui nous permet de le faire et qu'on n'est pas capable de la verser, qu'est-ce qu'on va générer comme sentiment ? Bingo, hein, Guérini. Hein, mais c'est facile, c'est facile. C'est facile parce que l'État, il a facile. Hein. L'État, depuis 1974, tous les ans, il est en déficit. Alors, je commence à parler comme Christian Poncelet, c'est grave. Hein. Mais depuis tous les ans depuis 1974, on est en déficit. C'est quand même facile de vivre comme ça. La ville de Thaon, comme toutes les communes et tous les regroupements de collectivités de France, ne peut pas vivre en déficit. C'est interdit. Si vous faites ça, vous avez la tutelle de la Chambre régionale du préfet par l'entremise de la Chambre régionale des comptes ou de la Cour des comptes qui le fait.
C'est quand même pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose. Donc je ne sais pas ce qu'a fait l'État pour les agents en public, hein, moi. Hein. Je ne sais pas. Hein. Il sans doute qu'il s'est rapproché de 800. Hein. Voilà, on fait du déficit encore. Il faut quand même arrêter. Hein. Il faut arrêter. Il faudrait vraiment gérer les finances de l'État avec un autre charisme quand même, à mon avis. Hein. Parce que ça va mal finir, hein, ces affaires. 3 000 milliards de dettes quand même, hein, pour notre pays. 3 000 milliards de dettes, hein, qui appartient en majorité à des pays étrangers. Hein. Ah oui, ah oui, rien que par les intérêts. C'est le premier poste de budget, au budget de l'État. C'est supérieur au budget de l'éducation nationale, les intérêts de la dette, alors que les intérêts sont bas, mais maintenant qu'ils remontent. Eh ben, voilà, c'est réglé. Tu passes de 40 milliards à 80 milliards comme ça, l'année dernière. Et puis là, ça va remonter de 15 milliards, et encore, et encore, et encore. Mais bon, on s'en fout, on gère ça avec laxisme, c'est quand même incroyable. Et nous, par contre, ben voilà, dès qu'on prend des décisions, ben nous, on doit faire attention. Il faudrait vraiment une autre gestion, hein, vraiment. Bon, voilà, alors vous avez bien compris que je ne vous proposais pas, enfin, si vous voulez proposer de mettre plus, il va y avoir un débat. Hein, pardon? Ah oui, il n'y a pas eu de souci. Non, c'est bon, mais aux voix. Allez, qui est contre, qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, s'agissant des subventions aux associations dans le cadre d'événements organisés à la Rotonde, c'est une délibération qu'on ne verra plus qu'une fois par an, hein, maintenant. Hein, je vous l'ai expliqué au dernier conseil municipal. Je veux bien le refaire, si vous voulez, parce qu'il faut vraiment bien comprendre. Et j'ai bien vu que certaines associations n'avaient pas saisi, c'est que donc on n'a pas été assez clair. Hein, c'est fort possible. Hein. Donc, je rappelle que lors du transfert de la Rotonde à la communauté d'agglomération d'Épinal, il a été décidé que, globalement, toutes les associations qui accèdent à la Rotonde puissent continuer à le faire, avec une réservation des créneaux. Par contre, qu'elles allaient payer à l'agglo la réservation, c'est normal, c'est l'agglo maintenant qui est gestionnaire. Mais que nous allions nous-mêmes nous organiser avec l'agglo pour que les associations puissent plus ou moins y aller dans les mêmes conditions tarifaires qu'avant. Jusque-là, facile. Hein, voilà. Donc ça veut dire que l'association, elle dit, je veux, c'était le cas par exemple le week-end dernier de l'arbre de Noël de l'EST. L'arbre de Noël de l'EST l'utilisait dans le cadre de sa gratuité, parce qu'il y avait aussi cette règle, hein, une gratuité par an pour les associations, et notamment dans le théâtre, ce qui est quand même, et là on s'en rend mieux compte, une disposition d'appui très forte. Eh bien, il y a 4 000 et quelques euros. Et donc, comme on veut que l'EST central puisse toujours y aller gratuitement, on fait une subvention de 4 000. Je rappelle juste, il faut bien le comprendre, c'est important, que le montant de la subvention de 4 000 euros, ce n'est pas 4 000 qu'on sort de notre poche comme ça, et ce qui nous mettrait au dépourvu, et qui aurait pu être le fonctionnement décidé, hein, et qu'on avait donc négocié avec la commission locale d'évaluation des charges, pour que la ville dispose d'un crédit global, dans lequel elle peut puiser, et qui était estimé comme une ressource que la ville apportait dans cette commission locale des charges. Source qu'elle n'apporte pas, mais dont on a estimé qu'elle l'apportait. Aime bien à noter. Hein. S'il y en a un qui commence à nous critiquer sur cette disposition, je lui demanderai de nous proposer mieux. Hein. Mais il va falloir qu'il se lève tôt. Hein. Donc, là, vous avez une liste et qui traduit concrètement les choses. Hein. Voilà. Et je vais vous dire globalement ce qu'on a décidé avec le président de l'agglo, et qui a été validé d'ailleurs dans les instances, et qui sera encore mieux. Donc là, l'amicale du personnel a pu faire son arbre de Noël, c'était agréable, voilà. Donc c'est 807,60 € la réservation de la salle Roland-Étienne. Bon, voilà, donc c'est 807 € à payer à l'agglo. Nous, on verse 807 € et on tape dans notre compteur, dans notre crédit global. Le ST central, donc pour l'arbre de Noël du 16 décembre, c'est 4 441,20 €, parce qu'il y a le théâtre, qui était au-delà d'une location brève, compte tenu des nécessités de répétition de l'artiste. C'était d'ailleurs très très bien. Je félicite, je n'aurais pas le regarder, mais je félicite le ST central. C'est un excellent choix, vraiment, très bien. Donc on propose une subvention, et ensuite, on tape dans le crédit. Le ST athlétisme pour la ronde hivernale, je vais le féliciter, parce que c'était vraiment extraordinaire, époustouflant. Pour une dernière présidente, je pense que tu peux être satisfait.
Une dernière, on ne sait jamais quand même de quoi l'avenir est fait, et puis tu en verras d'autres quand même, en tant que président, je dis bien. T'espères que ce soit la dernière. 2148 € pour la réservation de la rotonde, pareil, on propose de suivre, puisque le ST Athlétisme y allait gratuitement et n'occupe la rotonde qu'une fois par an. Donc voilà, c'est ce qu'on propose. Et l'Amicale des sapeurs-pompiers de Taon, pour la Sainte-Barbe, 968 €, même chose en recette. Et le CSE de Garette, qui historiquement venait à 50%, le coût 2782, subvention proposée 1391, puisqu'on faisait nous-mêmes un contrat 50% du coût au CSE de Garette. Donc tous ces acteurs-là viennent dans les mêmes conditions. Alors quand c'est gratuit, la question ne se pose pas. Quand ce n'est pas gratuit, je dis c'est les mêmes conditions tarifaires qu'à l'époque. La seule chose qui pourrait changer, c'est une évolution de la politique tarifaire de l'agglo. Ça, c'est tout à fait envisageable. Et là, la ville aura à se repositionner. Est-ce qu'elle suit le rythme? Est-ce qu'elle ne suit pas le rythme? C'est tout à fait possible. Moi, j'ai apprécié la discussion ce week-end, d'ailleurs, avec Greg, sur le questionnement de la gestion des espaces. C'est ça qui est bien, je trouve, aussi, dans cette disposition-là. C'est que comme maintenant, on sait ce que ça vaut, on se dit, est-ce qu'on ne peut pas occuper l'espace différemment? Est-ce qu'on ne peut pas occuper un autre espace? Peut-être que ce ne sera pas le cas, mais peut-être que ce sera le cas, puisqu'on prend mieux la valeur des choses en tête. C'est quand même pas rien. Et je peux vous dire une chose, c'est que ça, les coûts qui ont été estimés, ce n'est pas des coûts sortis du chapeau. Gilbert Simonin, à l'époque, avait même calculé, il avait intégré dans le calcul des locations la consommation des rouleaux de PQ. Non, mais pour vous dire que les prix sont les prix normaux, qui n'ont pas beaucoup évolué depuis, ça c'est un tort, on avait peut-être un peu augmenté, mais pas beaucoup, mais ce sont les vrais prix. Il faut savoir que quand on ouvre la porte du théâtre, il faut mettre 4 000 € sur la table. Presque quelle que soit la durée d'utilisation. Il y avait un tarif de location brève qui était... mais c'est le même coût. Il faut... c'est le même temps à peu près de mobilisation des régisseurs, etc., etc., etc. Voilà. Donc, on a convenu, pour être complet, même si ce n'est pas l'objet de la délibération, on a convenu avec le président de l'agglo que, pour notamment une facilité accrue au niveau des associations en termes de gestion, c'est qu'elles puissent, même si elles louent la rotonde en février, ce sera pareil pour la ville d'ailleurs, le février, mars, juin, etc., c'est que le paiement ne soit demandé qu'en fin d'année, pour que la ville puisse délibérer en novembre, idéalement en novembre, donc il faudra anticiper ces choses-là, délibérer en novembre pour que les versements de subventions puissent être à peu près concomitants au décaissement à faire, au paiement à l'agglo. Parce qu'il y a des assos qui parfois, et c'est là que ça ramène à la dimension quand même extrêmement importante d'accès à la rotonde. Il y a des associations qui peut-être parfois ne pourraient pas faire l'avance. Et donc il n'y aura pas d'acompte de demander non plus. C'est vraiment pour asseoir cette politique. Donc je remercie le président de l'agglo parce que là aussi, il n'était pas obligé de le permettre, très, très sincèrement. Donc c'est vraiment de bonne politique, je trouve, et intelligent, quoi. Donc il faut s'en réjouir. Maintenant, ça veut aussi dire qu'à l'avenir, peut-être, et ça commence, il peut y avoir des questionnements sur l'usage de la rotonde, effectivement. Mais ce ne sera pas forcément à notre main. Nous, on ne veut pas emmerder le monde, nous, on veut que les choses se passent bien. Et c'est encore mieux quand ça vient des assos. Je trouve que c'est bien. Ça démontre que, oui, l'accès à la rotonde, ça a un coût, quoi. Ça a vraiment un coût. Et que ce transfert qu'on a proposé se fait dans cette logique-là. Puisqu'il y avait beaucoup d'événements pour lesquels on ramenait quand même pas beaucoup d'argent dans les caisses de la commune, de une. Et puis de deux, on avait une politique de commercialisation qui était quand même plutôt faiblarde. Sinon inexistante. Voilà, donc on réfléchit à un nouveau système de régie qui se met en place à compter de l'année prochaine. À partir de 2025, on peut imaginer une intégration à l'office, au centre des congrès, pour renforcer cette politique de commercialisation, pour que le bâtiment, que l'équipement vivent encore plus, qui aidera à faire mieux vivre encore la commune, etc., et à aider au financement des investissements nécessaires qui commenceront en 2024, comme prévu au sein de la rotonde. Je veux vraiment être précis. C'est trop important pour que, là encore, par l'intermédiaire de discussions dans la rue ou quand on n'est pas très éclairé, on peut vite partir dans des fantasmes, qu'on soit très vigilant à ça et à ce qu'on dit. Voilà, donc là, vous avez une délibération qui concrètement illustre le principe. Est-ce que vous avez besoin d'éclaircissements supplémentaires? Je ne pense pas.
comme vous voulez. Je vous propose d'aborder le vote de cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je propose de passer la parole à Emre pour une subvention exceptionnelle à l'EST Pétanque. En réalité, cette subvention n'a rien d'exceptionnel puisque c'est un marronnier, on la reprend chaque année tout simplement. L'EST Pétanque utilise pendant la période hivernale donc le boulodrome couvert, si on peut l'appeler comme ça, le local Osavio, qui est couvert pour pratiquer la pétanque. Elle nous verse un loyer, d'accord, qui est révisé chaque année en référence à l'indice de référence locative. Et nous, on reverse en contrepartie donc une subvention dite exceptionnelle. Au départ, c'était 1860 et 72 euros. Au fil du temps, donc ça évolue, ça augmente. Donc en 2023, ce sera 2241 et 16 centimes. Voilà. Merci Emre. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Ce rapport aux voix, qui est contre, qui s'abstient? Je vous remercie. Je propose qu'Emre poursuive. Alors, maintenant, ça fait un petit bout de temps dans le cadre de la construction des cours de tennis. Vous savez, on a fait la réfection donc, des terrains, on a fait l'éclairage, la clôture. Donc à l'époque, c'était un projet qui coûtait approximativement donc 195 000 euros, dont on avait eu vraiment une grande partie de subvention par nos partenaires, les collectivités publiques notamment. Alors, à l'époque, le ST Tennis avait déjà participé dans le cadre de ces travaux-là à hauteur de 10 000 euros. Le ST Tennis, que nous pouvons remercier, a aussi candidaté à déposer un dossier de subvention donc à la Fédération française de tennis dans le cadre de la rénovation de l'éclairage, la création de l'éclairage sur les 3 cours de tennis. Donc elle a obtenu une notification de 12 450 euros dans le cadre de ce dépôt-là. Et donc ce qu'il est proposé aujourd'hui, c'est qu'on puisse titrer ces 12 450 euros-là. Donc le ST Tennis nous reverse les 12 450 euros-là. C'est ce qui était convenu initialement, mais c'est une bonne surprise, donc tant mieux, on l'apprend. Ce qui permettra notamment aussi de pouvoir les réinjecter. On est en train de réfléchir sur un aménagement, notamment à la place du mur d'entraînement qui a été démoli pour réaménager cet espace en herbé. Voilà. C'est 12 450 euros la subvention. Merci. Oui, ça démontre qu'en termes de montage de subventions, on a développé quelques expertises. Parce que le reste à charge sur les cours de tennis, à la fin, c'est pas loin de zéro. Enfin, j'exagère à peine, c'est quand même plutôt bien. Et puis remercier, bien sûr, l'engagement de la section tennis à ce sujet, qui d'ailleurs, on est assez agréablement surpris, on discutait l'autre jour avec Emre, il joue très tard dans la saison. C'est pas un truc qui est utilisé en juillet-août. Ça va, et c'est utilisé jusqu'au novembre à peu près, plus trop maintenant évidemment, c'est trop humide. Puis ils font l'effort quand même de recharger le terrain. Il y a une belle implication de l'EST Tennis, vraiment très très bien. Oui, bien sûr. Juste pour la petite anecdote, j'avais eu un habitant girmontais qui m'avait dit « Emre, est-ce que tu peux vérifier s'ils éteignent vraiment les lumières? Parce qu'à 22h, ça jouait encore alors qu'il faisait froid. » Voilà, pour info. Ça a vraiment permis, ces cours de tennis-là, la surface permet vraiment de jouer longtemps dans l'année et grâce à l'éclairage sur les 3 terrains, comme ce n'est pas partout, il n'y a pas partout ces dispositions-là, ça permet de jouer longtemps en journée et aussi longtemps, notamment dans les saisons. Merci. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je vous propose une ouverture anticipée de crédit. Parce que nous voterons le budget qu'en février, si vous l'adoptez. Et en toute logique, il nous faut des crédits pour commencer l'année, payer les agents, payer les factures, etc. Donc je vous propose, je vais être très clair, très rapide, de nous autoriser à ouvrir un budget, une ouverture anticipée pré-budgétaire 2024 nous permettant d'engager les crédits que nous avions votés en 2023, voilà, à hauteur de 100%, ce qui nous permet d'engager facilement les dépenses, avec bien sûr écrasement, rectification si besoin lors du BP 2024. Et puis en investissement, on ne peut pas faire d'ouverture globale, il faut être plus précis et dans la limite de 25% des crédits votés en 2023. Donc, je vous propose, dans le cadre d'opérations globales, 30 000 euros pour des frais d'études, tout ça nous permettant de payer. Ça ne sera pas forcément toujours utile, mais c'est pour être en mesure de décaisser si besoin. Et pour d'autres choses, on en aura besoin, notamment sur les opérations précises. Sur les frais d'études, 30 000 euros, personnes de droit privé, 6 000 euros, c'est des subventions ravalement de façade, par exemple 6 000.
Autres bâtiments publics, c'est 200 000 euros. C'est la provision globale pour l'entretien de nos bâtiments sur toute l'année. L'autre, en cas de pépin, etc., même s'il y avait un truc urgent, on n'a pas besoin de ça, mais bon, c'est quand même mieux. Autre matériel, outillage de voirie, 3 000. Les outillages techniques, 6 000. Du matériel de transport, 5 000. Matériel de bureau et informatique, 5 000. Mobilier, 3 000. Autre immobilisation corporelle, 10 000. Sur les opérations ciblées, pour la rue de Lorraine, 8 000. Les illuminations et l'éclairage public, 5 000. On aura d'ailleurs en 2024 le très gros sujet, je ne m'y attendais pas trop d'ailleurs, je n'avais pas trop anticipé, hein, mais le nouveau marché d'éclairage public. Hein. Encore une fois, j'ai reçu tout à l'heure le prestataire actuel, on n'est pas à l'abri hein, de faire un tour de notre slip, hein, on verra ça, hein, mais bon. Rue du Tac, 12 000 euros. Cimetière, alors après c'est un nouveau marché, on n'est pas sûr qu'il faudra peut-être changer de prestataire ou celui actuel reconnaîtra sera pris, mais dans tous les cas, compte tenu du contrat topé il y a 7 ans, on va sans doute se faire quelques cheveux blancs supplémentaires. Le cimetière, 10 000 euros. J'ai dit la rue du Tac, je l'ai dit. Des travaux de voirie d'hiver, 25 000. La mobilité douce, 20 000. La voirie sur Girmont, 20 000. Le plan d'accessibilité des espaces publics, 10 000. Le chemin de l'Écluse, 21, 40 000. Le XSAL du marché, puisqu'on a enfin une validation des travaux à faire pour une commission de sécurité qui deviendrait favorable à 5 000. Le XSAL de l'Europe, les études pour les travaux, notamment à venir, 3 000. Matériel des services techniques, 1 000 euros. Voilà, alors on a des opérations qu'on gère en autorisation de programme. Hein. Par exemple, tu votes 1 million d'enveloppes et puis en 2024, tu mets 250 000, 250 000, etc. Pour tout ce qui est voté en autorisation de programme, on n'a pas besoin de faire d'ouverture anticipée de crédit. C'est la somme qu'on avait identifiée au moment de la création ou de la modification de l'autorisation de programme pour son crédit de paiement qui est utilisable. Donc ça, c'est une vraie faculté intéressante. Voilà. Bon, globalement, retenez que ça nous permet de démarrer, quoi, hein, et que BP 2024, on aura à en redébattre. Est-ce que vous êtes en questionnement par rapport à ça ou est-ce qu'on va en délib? On va en délib. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. S'agissant du dépôt de dossier de demande de subvention, maintenant, il faut délibérer. Hein. Moi, il m'a été écrit que les décisions ne pouvaient plus relever du maire, mais qu'il faut une validation, une délibération de l'instance municipale pour qu'on puisse déposer les demandes de subvention auprès de nos différents partenaires. Ce qui est pas mal, ça permet aussi de démontrer les initiatives prises. Donc, pour l'accessibilité des bâtiments, la DAP 2024, l'accessibilité des bâtiments publics, on sollicite une subvention de 26 504 euros de la DETR, c'est donc l'État, avec un autofinancement de 39 000 et quelques euros pour le reste. C'est une opération évaluée à 66 000 euros. On a quelques opérations ciblées à produire. L'étude du centre-bourg de Girmont, on a sollicité là aussi une subvention de la DETR de 4 800 euros sur une opération qui en coûte 12 000 hors taxe. La pose de panneaux photovoltaïques sur l'école de Bouxières maternelle, dont les travaux démarrent. On a demandé 18 650 euros à peu près à la DETR et 18 000, la même somme à la région Grand Est dans le cadre du programme Climaction. L'autofinancement serait de 24 000. Opération qui fait donc 62 000 euros. Je fais des arrondis pour qu'on comprenne bien, notamment les gens qui nous écoutent ou qui sont dans le public. Réhabilitation de l'école Bouxières élémentaire. Donc là, accrochez-vous, hein, on est donc sur un budget de 4 940 000 euros hors taxes, et c'est ce qui va sans doute devoir être décaissé. On envisage des subventions, j'espère que ça sera plus, mais on verra. On a déjà sollicité la DETR à 250 000 euros. J'ai sollicité du secrétaire général qu'on puisse même faire l'objet de tranches année après année pour pouvoir obtenir une somme au moins celle-ci, voire supérieure. Le fonds vert, 490 000 euros, puisque là aussi les ministres avaient fait des grands raouts là, au printemps dernier pour dire qu'il fallait renforcer, le président aussi l'a dit, il faut renforcer l'isolation des bâtiments, il faut améliorer, c'est des passoires énergétiques, il n'y a rien de pire que les écoles en France en termes de déperdition énergétique. Donc on espère quand même être aidé dans le cadre du fonds vert. Alors il y a un nom spécial pour ça que j'ai, Éducrénov ou je ne sais plus quoi, 490 000 euros attendu. L'agence de l'eau, 30 000 euros puisqu'on veut désimperméabiliser la cour.
Il y a monsieur le DDEN là, qui nous a donné des leçons, il commence à être énervant celui-là aussi, parce qu'il ne décaisse pas 1 euro, mais il dit ce qu'il faut faire, lui. C'est quand même bien ça aussi. Hein. Il sait, on ne s'aime pas trop, hein, c'est réciproque. Donc la CAE sollicitée pour 20 000 euros dans le cadre du complément de ce qu'on demande à l'agence de l'eau pour la déconnexion des eaux pluviales et donc l'intégration des eaux à la parcelle. Je ne refais pas le laïus, hein, je pense que vous en avez marre. La région Grand Est, notamment pour l'ouverture de l'école sur son environnement et notamment le périscolaire, 257 000 euros. Là, on peut dire par contre que la région Grand Est, ça tient la route. Hein, franchement, on demande, c'est instruit, les élus nous rappellent, les services nous appellent, c'est quand même autre chose qu'un certain nombre de collectivités. Hein. Région Grand Est, médaille d'or, hein, 400 000 euros demandés, aussi au titre du Climaction, et le conseil départemental sollicité pour presque 1 million d'euros, 988 000 et des poussières, avec un autofinancement de 2 500 000 euros. Alors ce sont des demandes calibrées dans le cadre des règlements d'aide qu'on a pu appréhender et des rencontres qui ont pu être menées entre nos services et puis les différents services de toutes ces personnes compétentes. Comme dirait l'autre, Inch'Allah maintenant. Hein. Rénovation donc, de voirie, voie d'îlet. Donc là, on demande 403 000 au titre de la DETR. L'agence de l'eau sollicitée au titre de 50 000 euros. L'aglo, 30 000 euros. C'est toujours cette histoire de déconnexion des eaux pluviales. Et donc un autofinancement à 525 000 euros pour la voie d'îlet. Sur la rénovation de voirie de la rue de Lorraine, là aussi, on est sur une opération très coûteuse. 2 578 000 euros hors taxe. On a sollicité la DETR à 644 000 euros, le conseil départemental pour 70 000 euros, l'aglo pour 30 000 euros et l'agence de l'eau pour 50 000 euros. Autofinancement important, hein, 1 783 000, c'est-à-dire 70% de l'opération. Et sur la rénovation du centre social de l'Europe, sur laquelle nous avançons. Hein, et nous sommes d'ailleurs depuis de longues semaines en consultation rapprochée avec les usagers. Alors, le XAL en premier lieu, puis j'ai souhaité qu'on intègre aussi Territoire Zéro Chômeur dans le cadre du quartier d'avenir, hein, qui pourra peut-être germer, c'est le cas de le dire d'ailleurs là-bas. On souhaite des fortes coopérations avec les habitants du territoire de l'avenue de l'Europe, de la rue Roger Vine, de tout le secteur, de tout le plateau en fait, hein, y compris les gens qui vivent dans les maisons, les pavillons, hein, pour une vraie maison de quartier hein, sur l'avenue. Donc l'État, on a demandé 240 000 euros, on ne l'a pas encore demandé, pardon, hein, on envisage de demander 240 000 euros à la DETR, à l'État, 480 000 euros à la CAF, qui a une tradition d'intervention assez forte à partir du moment où elle est mobilisée hein, sur ces projets. La région Grand Est, 60 000, le conseil départemental, 60 000 euros, avec un autofinancement qu'on espère réduit à 30%, 360 000 euros, ce qui semble envisageable sur ce genre de projet. Donc vous voyez qu'en fonction des projets, ce qui est dur à porter, le plus dur à porter dans les communes, c'est les projets de voirie, hein, où là vraiment, on a vraiment peu d'aide. Hein. Je lance un appel, alors je sais très bien que ça ne sera sans doute pas entendu, sur l'aide indispensable auprès des collectivités pour l'enfouissement des réseaux. On parle d'une perte colossale d'habitants d'ici 50 ans. Si on ne fait pas des villes belles, on n'y arrivera pas. Hein. Pour faire des villes belles, il faut enfouir les réseaux. Il n'y a pas 50 solutions. Hein. Les tortellini là, qui traînent à droite à gauche, Jérôme parle de spaghettis, on peut dénommer ça comme on veut, c'est totalement disgracieux, c'est d'un autre temps, c'est plus possible de laisser ça. Sauf que, je vais vous donner un exemple, pour la rue des Aulnes et la rue du Tac. Bon, l'aglo accepte, hein, on a fait la CAO avant-hier, l'aglo accepte son lot réseau humide, eau et assainissement, eau potable et assainissement, 800 000 euros à peu près. Bon, c'est une somme importante. Nous, pour l'aménagement, 450 000 à peu près, 450 000 euros pour l'aménagement, c'est-à-dire la route, l'infiltration des eaux, etc., les trottoirs, l'aménagement paysager, etc. Conforme. L'enfouissement des réseaux, rue des Aulnes, rue du Tac, TTC, 600 000. 600 000. 600 000 et zéro d'aide. Voilà. Zéro d'aide. Alors qu'on obtient, grâce à l'agence de l'eau et au conseil départemental, on obtient 120 000 pour notre tranche d'aménagement à 450 000 à peu près. Là, c'est intéressant. Enfouissement, zéro. Et ce n'est pas avec le syndicat départemental d'électrification qu'on a qu'on va vite avancer. Hein. Potentiellement,
puisque nous, on ne veut pas transférer la taxe sur l'électricité, c'est comme 150 000 € par an. On a quand même, on nous propose, je crois, faut vraiment me dire l'inverse, n'hésitez pas, mais au niveau des services, à me dire, mais sur l'électrification, l'aide du SDEF, ça peut être grosso modo, c'est 20% de 90 000 sur le lot électrification. Vous imaginez sur 600 000, c'est rien, quoi. C'est ça, quoi. Donc là, je crois encore que si, là encore, hein, j'en appelle aussi, encore une fois, à ce que certains rénovent leur logiciel. Si on veut que les... Parce que globalement, tous les règlements d'aide aujourd'hui de bon nombre de collectivités dans ce territoire, elles sont faites pour les collectivités qui font un projet tous les 5 ans. Mais pour les communes qui ont des projets quand même plutôt toutes les 5 semaines, hein, ou tous les 5 mois, tu passes un dossier par an, etc. Enfin, on a vraiment des dossiers, on a des règlements d'aide qui sont faits pour le rural exclusivement. Mais le périurbain et l'urbain, que dalle. Et je ne suis pas sûr que ce soit vraiment très intelligent de dire que finalement toutes les ressources des communes, Épinal, Golbet, Taon, Charmes, Remiremont, Neufchâteau, Saint-Dié, on peut faire toute la liste. Si vous faites le calcul globalement de ce qui est prélevé comme ressources sur ces communes-là et de ce qui est redistribué en soutien ensuite pour les projets d'investissement, on pourrait quand même presque mener une rébellion. Hein. Et ça va finir comme ça. Hein. Et je proposerais peut-être même de la mener, moi, cette rébellion, s'il faut. Ça commence à suffire. Donc, je vais écrire au SDEF. J'ai demandé cette semaine qu'on me prépare un courrier au SDEF pour dire quand même que je trouve totalement illogique qu'on puisse raisonner de cette manière-là. Et il en est de même pour un certain nombre d'autres intervenants. Et donc, il faut prendre nos choix, quoi. Donc, il faut faire de l'emprunt. Quand d'autres soulèvent le bouclier en disant, vous avez vu, j'ai eu 80% de subventions. C'est quand même, je sais pas. On vous dit, vous êtes des communes riches. Hier encore, là, une réunion avec les conseillers départementaux, en mettant où vous êtes une commune riche. Ils pensent que parce que tu as 12 millions de budget, que tu es une commune riche. J'ai dit, mais j'ai 12 millions de budget, moi j'ai 1 million d'épargne en 2024. Hein. J'ai dit, toi, tu as 500 000 de budget, tu as 200 000 d'épargne. C'est lequel qui est riche entre nous deux? Il ne sait pas c'est quoi l'épargne. Alors, tu sais, non mais à un moment donné, il faut quand même arrêter, quoi. Donc c'est vraiment problématique. Donc si on veut que nos villes avancent, il faudrait quand même d'autres logiciels. J'espère que les gouvernances vont se ressaisir, hein, parce que c'est vraiment problématique. Parce que c'est quoi? Moi, Dominique Momont, on avait parlé régulièrement. Hein. Souvent, il avait renoncé à des enfouissements de réseau. Je pense à la rue de la Charité, par exemple. C'était dommage, la rue de la Charité. Mais sur le lotissement du Jolibois, là aussi. Mais c'est impossible aujourd'hui d'enfouir toute une ville. C'est impossible. Impossible, inaccessible financièrement, C'est quand même regrettable, non? Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est quand même, c'est quand même totalement illogique. Je pense même que globalement, par rapport, parce qu'en plus, on fait des réseaux. Nous, on fait des réseaux. Comme on décide de faire les travaux, c'est quand même intéressant ça. On fait les réseaux sur le domaine public, puis on fait les réseaux chez le privé. C'est pas la faute du privé si la ville décide d'enfouir. Hein. Donc on va dans les jardins, en plus on va se faire engueuler, hein. On va dans les jardins, on détruit les pelouses, etc. Et puis on perce des murs, hein, faut le savoir quand même, hein, parce qu'on ne peut pas se connecter totalement comme avant, où il y avait juste un fil, voir où est le compteur, ça peut être compliqué, notamment à l'intérieur. Bon. Et donc là, on se met les gens à dos, mais on refait tous les réseaux à l'intérieur. Donc c'est en plus une complexité forte, mais on le fait également pour les concessionnaires des différents réseaux, hein. Parce qu'ils ont quand même, pour une bonne partie d'entre eux, intérêt à ce que les réseaux soient enfouis. Hein. Tu n'as plus besoin de la nacelle. S'il y a une tempête, ça ne tombe plus à chaque coup de vent. Je pense quand même qu'il serait peut-être assez intelligent. Je pense que je ferai cette proposition, je ne sais pas à qui, on verra bien, une lettre ouverte, hein, on ne sait rien, une bouteille à la mer. Hein. Ce serait peut-être bien que les concessionnaires, qui ne sont pas quand même toujours les plus à plaindre, hein, les gérants de fibre optique, les gérants d'électricité, etc., hein, qui ont gagné un peu d'argent les dernières années. Est-ce qu'il ne serait peut-être pas assez intelligent que globalement il y ait une sorte de fonds qui soit constitué avec notamment une partie des bénéfices faits par ces géants, hein, pour justement aborder un fonds qui puisse nous aider à enfouir les réseaux, notamment parce que ça les aide, parce qu'ils y ont intérêt, hein, mais il y a encore des choses à faire progresser, hein, dans le pays. On n'a pas fini. Hein, donc c'est voilà ce que je voulais vous dire. Alors, maintenant, je voudrais simplement vous mettre ce projet au vote. Et puis, si vous en êtes d'accord,
s'il n'y a pas d'avis contraire ou d'abstention, le valider. Je vous remercie. Voilà, donc je vais vous proposer d'être rapide sur le rapport social unique, même si c'est très important, hein, bien entendu, mais on en a largement discuté avec les représentants du personnel lors du dernier comité social territorial, pardon. Donc on doit enrichir les données sur toutes les constantes de la collectivité en termes RH, hein. Et donc, c'est depuis la loi dite de transformation de la fonction publique, qui n'avait pas transformé grand-chose, mais on doit y enrichir un certain nombre d'informations. Il y avait un bilan social, et il faut donc apporter de nouvelles informations. Nous en avons parlé donc cette semaine avec le CST, qui a mis un avis favorable, avec quelques questions quand même assez intéressantes. Donc, c'est quoi? On traite notamment de la politique de formation. On traite la pyramide des âges, l'anticipation sur le départ en retraite, on traite de l'absentéisme, par exemple, on traite des politiques de prévention, on traite en fait de tous les sujets qui ont trait aux ressources humaines de manière très large, hein. Conditions de travail, la sécurité, l'hygiène, hygiène et sécurité, l'égalité homme-femme, etc. Donc voilà, je trouve que dans l'ensemble, on peut... Il y a des éléments intéressants et plutôt positifs. Rappeler quand même un certain nombre d'éléments d'amélioration dont on a pu quand même parler avec les représentants du personnel, hein. En termes de formation, il faut vraiment aller plus loin. Ça me semble vraiment essentiel. Je trouve quand même que les départs en formation sont assez limités et surtout, ils doivent être mieux travaillés dans le cadre du projet professionnel, hein. Parce que bien souvent, en entretien d'évaluation, l'agent dit « j'aimerais faire cette formation ». Et si le supérieur hiérarchique n'a pas réfléchi à ça avant, avec sa direction, il peut avoir tendance à dire « oui, je vais proposer la formation parce que tu la veux ». La demande de formation, elle est quand même le résultat d'un travail et puis aussi elle est la prospective d'un projet. Alors, immédiat sur la fonction occupée, mais peut-être aussi sur des évolutions professionnelles attendues, hein. Cette anticipation-là, elle est intéressante, mais elle doit être le fruit d'un travail régulier entre l'agent, son responsable hiérarchique et les ressources humaines de la collectivité. On a aussi un autre problème, on n'a pas d'agent de prévention. Ça, et pourtant on y tient, c'est vraiment essentiel, il faut vraiment travailler rapidement sur ce sujet, parce que pour prévenir les accidents de travail, pour les analyser aussi quand ils interviennent, c'est vraiment essentiel. Je sais que des débats ont eu sur la filière technique ou administrative. Si déjà on en a un, ça serait déjà pas mal, mais on peut être aussi ambitieux, hein, mais d'essayer de mieux analyser les accidents de travail. Parce qu'un accident de travail bien analysé, c'est en général un accident de travail qui a moins de chances de se reproduire. On a eu de la chance, il n'y a eu que 7 accidents du travail, je crois, en 2000, enfin que c'est déjà trop, hein, un c'est déjà trop. Mais ils n'ont pas été très graves et tant mieux. C'est plutôt le fruit de la chance quand même, hein. Quand je vois encore nos agents, pour gagner du temps, hein, nos agents dans les camionnettes, quand on dépose notamment les panneaux qui annoncent les interdictions de stationnement pour les manifestations, sauter dans le camion qui est en marche, c'est quelque chose de pas concevable. Une fois, je me suis arrêté, j'aurais dit, vous faites pas, mais le lendemain, tu repasses, ils le refont. Il faut vraiment, c'est des cultures de qualité qu'il faut infuser, c'est pas facile, c'est long, et il faut répéter tout le temps. Voilà. Il faut répéter tout le temps, faire des formations régulièrement, et puis à un moment donné, sanctionner quand les choses, effectivement, ne sont pas faites comme elles doivent être faites de manière conventionnée et décidée entre nous. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais dire. Oui, mais préciser que c'était 7 jours d'arrêt et 3 accidents de travail. Ce n'est pas 7 accidents de travail. 3 accidents, 7 jours d'arrêt. Donc c'est pas beaucoup, mais c'est la chance. C'est la chance. Hein, il y a quelques quand même équipements de protection individuelle qui sont achetés parce qu'on met les budgets. Hein, je rappelle qu'on met les budgets en fonctionnement et en investissement, renouveler les matériels, renouveler les équipements de protection individuelle. Le conseil municipal n'est pas rat avec ça. J'ai tendance à dire que c'est pas notre faute, quoi, hein, franchement. Hein, si globalement ça ne va pas plus loin
à l'intérieur des services. Et il faut donc un agent de prévention. Alors pas un plein temps qui fait que ça, non. C'est une mission accessoire d'un agent qui a sa fonction principale dans la collectivité. Ça, c'est quand même quelque chose sur lequel je voulais insister. Ça permet aussi d'anticiper. On a eu quand même un très très fort renouvellement aussi dans nos services ces dernières semaines et ces derniers mois. Une bonne politique de prévention, alors on n'appelle peut-être plus ça une GEPC, on parle de GEPP, c'est encore la GEPC. Alors dans le privé, maintenant on parle de GEPP. Bon, peu importe, c'est de regarder dans 5-10 ans les compétences dont on aura besoin et peut-être d'anticiper le départ d'un tel et d'un tel pour reconfigurer parfois les postes, les services, la collectivité. Ben, si aussi ça on le fait en avance. Très bien. Et là je pense qu'on a encore des améliorations à apporter. On est encore un peu pour le 1 pour 1, quoi. Donc ça se construit, ça prend du temps, on part de loin, ça vous le savez, et ça ne se construit pas en quelques mois ou en quelques années. Donc ce que je voulais vous dire par ce rapport social unique, c'est surtout pas dire que tout va bien, alors là, ce serait quand même assez sot, c'est que ça va pas mal, mais qu'on a quand même beaucoup de choses encore à améliorer dans le cadre de notre politique RH, notamment parce que on est soumis à de fortes concurrences aujourd'hui entre les collectivités. Se distingueront les collectivités qui auront ces politiques sociales pointues. D'où la nécessité aussi de recourir au centre de gestion sur un certain nombre de sujets qu'on ne traite pas bien nous-mêmes aussi. C'est pas baisser son froc de demander de l'aide et de rendre collectif parfois les approches. Donc c'est tout ça qui se joue, c'est vraiment essentiel, c'est très important, on y tient beaucoup et il y a un sujet qui n'est pas immédiatement relatif, si vous voulez, au rapport social unique, mais comme il était un point important au sein du CST, je souhaite l'aborder. C'est aussi, si vous voulez, la cohérence de la chaîne managériale. Ça, c'est quelque chose qui a encore été évoqué, qui est évoqué à chaque CST, qui était évoqué à chaque comité technique auparavant. On a un nouvel organigramme qui a pu être validé en CST. Vous avez vu le souci qu'on a d'avoir un encadrement de proximité, qu'un chef n'ait pas 50 services sous sa coupe, etc. On a vraiment été attentif à ça. Et on constate, nous élus et les agents, qu'il y a encore une déperdition d'énergie dans les messages délivrés, tant en descendant qu'en ascendant. Ce sera donc un point fondamental d'approche. Ça n'a rien à voir avec le RSU, mais ça peut avoir des conséquences dans le rapport social. Puisque le sens au travail est essentiel, ça permet d'éviter l'absentéisme, ça peut permettre d'éviter les accidents de travail, etc. Je crois, dans le cas de ce qu'on a essayé de faire avec Human, que toutes ces politiques sont utiles et peuvent être fécondes. Il ne faut pas les prendre comme des contraintes, il faut vraiment les aborder de front. Voilà globalement ce qui me semblait intéressant de vous dire, mais si je vois... Ceux qui étaient notamment présents au CST, si vous voulez faire des remarques ou des ajouts, n'hésitez pas. Moi, j'aimerais juste faire rapidement une petite remarque au sujet du rapport social unique. La synthèse que vous avez, c'est très synthétique. Pour pouvoir avoir ce document-là, c'est vraiment une compilation très importante et très laborieuse, parce que c'est un outil qui est mis à disposition par le centre de gestion, et ça demande vraiment qu'on puisse remplir ça, notamment aussi par les données de la DSN, les données sociales nominatives, mais aussi les agents qui doivent aller chercher aussi l'historique. C'est jamais facile, surtout quand on a eu du mouvement du personnel au niveau RH, donc un grand travail qui a été réalisé, merci à eux. Moi, j'aimerais juste revenir sur l'aspect formation. L'aspect formation, effectivement, il y a des difficultés aujourd'hui qui sont constatées, pas qu'à Taon-les-Vosges, c'est pas de ressort de l'employeur, mais c'est globalement sur l'ensemble des collectivités vosgiennes. Parce qu'aujourd'hui, le constat qui est fait, et d'ailleurs le centre de gestion, j'ai la double casquette pour le coup, on a beaucoup œuvré là-dessus, on a été nommé, on a accrédité organisme de formation. Aujourd'hui, il est difficile de trouver des formations expertise métier. Vous voulez faire des formations de soudure, de métallerie, de chauffagiste, de plomberie, d'électricien. Aujourd'hui, on cotise au Centre national de la fonction publique territoriale, le CNFPT, on paye quasiment 50 000 € par an. Grosso modo, ça doit être ça au niveau des tarifs. Mais on n'arrive pas, et notamment des agents qui ont des difficultés de mobilité, ou parfois, j'aime pas utiliser ce terme-là, ont des difficultés avec l'outil informatique. On parle d'électronisme aujourd'hui, mais aujourd'hui, le CNFPT propose par exemple des formations en distanciel.
Et un agent, lui, il va avoir du contact, il veut avoir un humain, il ne veut pas faire suivre sa formation à distance sur l'ordi, et il ne veut pas forcément se déplacer à Nancy, à Montpellier, à Colmar, à Strasbourg. Donc c'est important, ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas forcément du ressort de l'employeur, c'est aussi par rapport à l'offre de formation. Et c'est donc en ce sens-là aussi que centre de gestion, effectivement, tu l'as très bien rappelé, c'est pas baisser son froc de se tourner vers le centre de gestion, au contraire, hein. Vous payez pour ça, hein. C'est une cotisation obligatoire de 0,8%. Enfin, vous payez. Nous payons, puisque je suis également avec vous, nous payons pour pouvoir bénéficier des services du centre de gestion. Donc, il ne faut pas hésiter. Aujourd'hui, on est en capacité, au niveau du centre de gestion, de monter des formations sur mesure avec un cahier des charges pour accompagner toutes les collectivités vosgiennes, pour former au mieux les agents, notamment sur des formations expertise métier. Voilà. Bien sûr. Je partage tout point de vue. On a exactement le même problème dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Faire les formations à Dijon, à Strasbourg, à Metz, sur des personnels qui regardent à tout, c'est quand même pas évident. Donc, Adavi s'est lancé là-dessus, et a aussi certifié Calliope, les formations qui peuvent se faire dans l'établissement, ça change la vie, et c'est vraiment tout à fait essentiel. Mais donc... c'est la charte à respecter, d'une exigence sans nom, ouais. Mais bon, c'est normal. Voilà, est-ce que vous avez des remarques, des questions sur le rapport social unique? Plutôt que de vous passer en revue tous les chiffres, je préfère qu'on aborde les sujets de fond comme ça, toujours. Voilà. Puis de vous dire la vérité et puis de pas la masquer. Parce que on peut toujours masquer les chiffres un peu et puis dire ce qu'on veut. Donc je vous propose donc de l'adopter. Tout le monde est d'accord? Pas d'abstention, au contraire, c'est bien. La modification du tableau des effectifs, je l'avais dit l'autre jour, quand on a créé des postes. Donc on a un avis favorable du comité social et territorial à ce sujet. On propose de supprimer des postes de manière importante. Le poste d'ingénieur principal à temps complet, dans le cadre de la réorganisation de la D2A et la nomination d'un responsable des services techniques et pas d'un directeur, un poste d'ingénieur à temps complet, un poste de garde champêtre, un poste d'attaché, et là pour le coup pas remplacé du tout dans la collectivité, fonctions administratives, un poste d'adjoint administratif à temps complet, 2 postes d'adjoint technique à temps complet, un poste d'adjoint technique à 20 heures, 3 postes d'adjoint technique première classe à temps complet, un poste d'assistant territorial d'enseignement artistique à 20 heures. Donc c'était le poste occupé par Patrice Bourri, et depuis c'est l'agglomération qui intervient en direct et on rembourse. 3 postes d'animateur périscolaire à 8 heures, 2 postes d'animateur périscolaire à 10h30 et un poste d'animateur périscolaire à 17 heures. Donc on a revu la voilure et notre organisation pour les postes d'animateurs périscolaires. On se rendait bien compte qu'on avait du mal à recruter avec des quotités horaires comme ça. Il s'avère que c'était un choix plutôt judicieux, puisque les postes qu'on a créés nous ont permis de recruter des personnels qui donnent relative satisfaction. Voilà, donc je vous propose de supprimer ces différents postes, si vous le voulez bien. Est-ce qu'il y a un avis contraire? Une abstention? Je vous remercie. Proposer décision modificative, je vais essayer d'être succinct. Il nous faut ajouter 6 000 € pour les dépenses d'énergie de la résidence senior. Quand on avait fait le budget, on pensait vendre avant la fin de l'année notamment, et puis il y a eu des dépenses d'énergie importantes sur la résidence senior, notamment tout ce qui est couloir, etc. Ça revient à la ville. Les diagnostics dans le cadre de la vente de la résidence doivent être réalisés pour un montant de 2 000 €, donc on a besoin de 8 000 € en fonctionnement pour la résidence senior. Et des recettes, on a des loyers qui viennent d'Adavi, puisqu'on a l'habitat inclusif. Je souhaite indiquer la qualité du projet qui est mené là-bas. C'est Charlotte, l'animatrice, vraiment remarquable. Donc 1 250 €. Puis évidemment, il faut remonter un peu de budget venant du budget principal pour 6 750 €, ce qui équilibre le budget résidence senior en dépenses et en recettes. Sur le budget ville, en section d'investissement,
Il est proposé donc d'abonder de 16 200 € le budget pour l'école de Bouxières pour régler les dépenses qui pourraient quand même être décaissées dans le cadre de 2023. On pensait ne rien dépenser en 2023. Les travaux de voirie sur Girmont, les crédits supplémentaires pour boucler la rue des Fleurs, 6 000 €. Les travaux du CCAS, alors ce n'est pas un coût supplémentaire, hein. C'est parce qu'on imaginait payer en 2024 une partie de la dépense et on va être en mesure de payer tout en 2023. Donc on ajoute 41 700 € sur le budget de 2023, ça nous évitera de le faire en 2024. Là aussi, qu'on ne raconte pas n'importe quoi. Ah, tu te rends compte, ça coûte 40 000 € de plus. Non, c'est juste une rythmique de dépenses qui change et qui est plus rapide. C'est rare d'ailleurs, dans ce sens-là. La voie d'Illet, 7 500 € pour les premières dépenses d'études. Les dépenses imprévues, elles peuvent être diminuées de 47 700 €. Donc, les plus et les moins, ça fait 23 700 € de dépenses d'investissement supplémentaires. Et on peut financer ça à 23 700 € par des recettes qui proviennent de la section de fonctionnement, un transfert de section à section qui est possible. Donc, en fonctionnement, donc la subvention au budget annexe résidence senior, je viens d'en parler, 6 750 €, et les dépenses imprévues peuvent être diminuées de 30 450 €. On est le 21 décembre, on devrait réussir à rallier le 31 sans avoir besoin de ça. Et le virement à la section d'investissement qui est augmenté de 23 700 €. Donc on équilibre, hein, effectivement, notre section de fonctionnement et notre section d'investissement, comme je viens de vous le décrire. Voilà. Avez-vous des questions ou des remarques sur ces flux proposés? Non. Je propose de mettre ça aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Voilà. Sur les 3 rapports qui viennent, je vous propose qu'ils soient présentés par Thierry. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, je vais vous parler des horaires des écoles, puisqu'on arrive à échéance des 3 ans consacrés à la dernière décision. Donc, après avis du conseil des écoles, c'est-à-dire que lors des 3 derniers conseils d'école, Bouxières, Goypré et Girmont, on a demandé l'avis aux parents d'élèves et aux enseignants sur le maintien ou non des horaires actuels. Nous, communes, on n'avait pas pour le moment de projet particulier par rapport à ça, donc on ne s'est pas opposé. Pour tout vous dire, hein, les horaires restent maintenus, ce qui donne, pour rappel, ça peut faire du bien à certains. Lundi, école de Bouxières, du lundi au vendredi, 8h, 11h30, 13h30, 16h. Goypré, lundi au vendredi, hors le mercredi bien sûr, 8h30, 11h30, 13h30, 16h30, et école de Girmont, 8h15, 11h45, 13h30, 16h. Voilà. Il n'y a pas de changement. On reste sur quelque chose d'alterné qui peut également permettre à une famille qui aurait un enfant scolarisé sur Goypré et à l'école de Bouxières en TPS, en très petite section, de faire les 2 mouvements dans les horaires. Voilà, monsieur le maire. Très bien, merci Thierry. On met ça au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Poursuis avec le parc enchanté. Comme l'an dernier, on vous propose de valider le contrat de sponsoring, enfin de soutien par l'initiative privée sur notre manifestation, qui en est à la 4e édition, qui s'étoffe, avec un budget qui frôle les 70 000 €, hein, qui est conséquent, avec des demandes d'aide qui ont été faites de mémoire à la région et au département pour 17 000 €, hein, qu'on escompte, hein, qui ne sont pas attribués pour le moment. On propose d'étoffer ça avec un mécénat, un apport financier du privé. Donc le prix des packs proposés, le pack Silver à 500 €, qui va avec juste le logo sur... voilà, je ne vais pas vous faire le détail, mais un partenariat Gold à 1 000 € et un Platinum à 1 500 €. On ouvre la possibilité d'avoir du mécénat également en nature, avec de l'apport de matériel ou de prestations techniques ou compétences utiles à l'organisation de notre festival. Je pense à des régisseurs. Voilà, monsieur le maire. Merci Thierry. On met ce rapport aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Allez, Thierry. Les cadeaux de la cérémonie des diplômés. Comme tous les ans, nous tenons à mettre à l'honneur les diplômés de Thaon-les-Vosges.
c'est un moment important de mettre à l'honneur ceux qui se sont distingués, de les réunir et de les récompenser par le biais d'un petit cadeau, ce n'est pas des sommes astronomiques non plus. Afin de régulariser les dépenses de la cérémonie 2023, je vous propose de valider le principe de récompense par le biais de cartes cadeaux, soit 110 cartes pour un montant de 2138 €. Et je vous propose également de maintenir pour les années suivantes ce principe de récompense individuelle des diplômés par le biais de cartes cadeaux, voire de bons d'achat ou encore de cadeaux matériels, dans la limite du crédit qu'on a alloué à cette dépense. Merci. Des discussions sur ce sujet? Non? C'est très appréciable, cette cérémonie. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Jérôme, pour les ouvertures dominicales. Pardon, comme tous les ans à la même époque, on revient vers vous pour une délibération. Comme vous le savez tous, les commerçants n'ont pas le droit d'excéder 5, enfin on n'a pas le droit d'ouvrir 5 dimanches par an, et que tous les ans, bien sûr, on est plus proche de 8 à 9. Donc en concertation avec la CAE, nous-mêmes, le Sillon Lorrain et les organisations de commerçants, on prend une délib ce soir pour vous proposer donc les ouvertures dominicales suivantes. Le premier dimanche des soldes d'hiver, le 7 janvier 2024. N'oubliez pas, bien sûr, quand je dis ça, de commercer dans les commerces de Taon, bien sûr. Le premier dimanche des soldes d'été, le 30 juin 2024. Les 2 dimanches mobiles qui seront les dimanches 12 mai pour le grand marché de printemps et sa braderie. Le dimanche 19 mai pour les parcs enchantés. C'est le moment de commercer. Et bien sûr, 5 dimanches pendant les fêtes de fin d'année, 1er décembre, 8 décembre, 15 décembre, 22 décembre et 29 décembre, là où je vais tous vous retrouver dans les commerces taonnais. Voilà, donc pour le reste, le secteur de l'automobile, en accord avec la communauté d'agglomération, les ouvertures sont limitées également à 9, suivant le calendrier par les concessionnaires. Et dernier petit alinéa sympa, pour l'année 2023, les commerçants n'ayant pas pu ouvrir le dimanche 26 novembre, ils demandent la possibilité d'ouvrir le 31 en remplacement. Voilà, merci, je compte sur vous. Merci. Ah oui, surtout, on peut faire tous ces cadeaux de Noël. C'est peut-être un peu tard, mais tous ces cadeaux de Noël, on peut les faire dans les commerces de Taon, hein, c'est vrai, hein, tous. C'est évident, c'est évident. Que c'était pas donné d'avance de pouvoir offrir le 31 décembre comme date d'ouverture, parce que si on avait déjà eu 9 dates et qu'on voulait en ajouter une 10e, il aurait fallu qu'on passe par la DDE-TSPP pour que les organisations syndicales donnent un point de vue. Et à Épinal, c'est ce qui se passe, hein, puisqu'ils avaient maintenu la date du Black Friday, que nous on peut supprimer le 26 novembre, et eux ils l'avaient laissé. Donc, 10e date. Donc, le maire d'Épinal a dû discuter avec le secrétaire général de la préfecture. Il faut que les commerçants sollicitent chacun individuellement la DDE-TSPP pour avoir cette autorisation. C'est quand même un truc un peu d'un autre temps. Et nous, comme il n'y a que 9 dates, ça passe tout seul. Donc, tant mieux. Et ça évite en plus aux uns et aux autres d'avoir de l'anxiété, parce qu'ils avaient peur d'avoir une amende. Donc, c'est bon, tout le monde peut ouvrir. Et ouvrez, maintenant, que c'est autorisé. Merci Jérôme. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Je propose de mettre ce rapport aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je vais vous donner une information qui est tombée cet après-midi, comme c'est plutôt une agréable nouvelle. Nous, on le savait depuis quelque temps, mais c'était pas sûr. Mais on a un permis de construire qui vient d'être déposé, une autorisation de permission de voirie par McDonald's. Hein. Donc c'est un sujet qu'on évoque depuis maintenant quelques semaines, voire quelques mois. On n'y est pour rien, hein. C'est pas la peine, on va pas faire comme ça. Hein. Nous, on n'y est pour rien. Hein. On n'y est pour rien du tout. C'est les propriétaires de l'ex-Galion, hein, qui ont rencontré McDonald's il y a quelque temps, et donc ils ont fait affaire ensemble. Nous, on a rencontré, on a dit qu'on n'était bien sûr pas défavorable, mais nous, on a juste facilité l'instruction du permis de construire. Hein. Non, mais il faut toujours être honnête, hein, sur des choses comme ça. Hein. Donc, bon, c'est quand même pas inintéressant parce que, bon, dehors, quand même, ça faisait un peu verru quand même cet endroit-là. Et compte tenu des prix demandés par les propriétaires que j'apprécie beaucoup, ils pouvaient pas, c'est pas, je dirais, un tenancier de moules frites qui aurait pu s'installer là-dedans, quoi, hein, pour être clair. Hein. Donc voilà, donc c'était un gros qui pouvait s'installer. Donc c'est McDonald's qui va s'installer là, et donc dont la perspective est de mener un restaurant intérieur qui puisse accueillir 150 personnes en même temps, et puis qui pourrait embaucher 40 personnes. Hein. Donc c'est quand même
en termes d'information, aussi en termes de dynamique d'emploi sur le territoire, une information qu'il faut prendre. Après, chacun pense ce qu'il veut de McDonald's, de la provenance des produits, des process de management. Moi, je connais plutôt bien la firme, grâce à M. Goyard, qui est le directeur de l'expansion. On a pu d'ailleurs en discuter souvent. Là aussi, je pense qu'il faut éviter les représentations un peu trop rapides et puis s'interroger, se questionner avant de donner des jugements un peu hâtifs sur les choses. Donc en tout cas, c'est une très bonne nouvelle, je pense, pour le tissu local. La zone Innova 3000 aussi, en particulier. Moi, j'avais pris engagement de ne rien dire avant que le permis de construire soit déposé. Hein. Voilà. Et il faut savoir tenir parole dans les affaires. C'est très important. Et s'agissant de cette annonce-là, après on a beaucoup de dossiers sur l'établi, mais ils ne sont pas assez mûrs pour que je puisse effectivement en discuter et en discourir ici. Voilà, donc je voudrais simplement en finir pour vous remercier pour cette année qui a encore été très dense. L'implication des adjoints au maire, des conseillers délégués, des conseillers municipaux dans les différentes commissions, avec des niveaux d'engagement qui sont variables, hein, ne nous en cachons pas. En tout cas, je suis assez content du travail donné. On a pu faire à la moitié de l'année 2023 un bilan assez clinique sur ce qu'on avait pu faire depuis le début du mandat. C'est beaucoup de travail, hein, tout ça, et c'est beaucoup de difficultés, mais c'est néanmoins très intéressant et stimulant, notamment quand on perçoit les choses avancées et que les projets deviennent des concrétisations, des réalités. Hein. Mais c'est un travail de tous les instants. Hein. C'est un travail sans relâche et qui nécessite de la part des élus une grande implication et qui nécessite des services également beaucoup d'implication et d'investissement. Hein. Et là, on a dans les mois et les 2 années qui viennent des programmes d'investissement colossaux. Il nous reste de nombreuses actions aussi également qui ne sont pas forcément en investissement à conduire. Il y a une méthodologie ces dernières semaines qui a été déployée pour parvenir à nos objectifs. Je serai vraiment le garant de la réalisation. Et si les choses ne doivent pas être réalisées, aussi le garant de la temporisation d'un certain nombre de dossiers. J'y tiens vraiment beaucoup parce que notre commune est regardée de manière très positive, hein, je crois, et notamment à l'extérieur. Mais si vous voulez, moi, de là où je suis, je mesure encore, si vous voulez, tout le travail qui reste à faire. Hein. J'ai cité un proverbe bambara là, dans le dernier bulletin municipal. Je voudrais vraiment le redire à dessein. Hein. C'est qu'il ne faut pas se taper sur le ventre avec tout ce qu'on a pu peut-être déjà faire. Il faut toujours regarder l'immensité de l'œuvre qui reste à accomplir. Hein. Pour déjà éviter d'avoir des têtes qui fassent d'avoir des boulards pas pareils parce que les gens sont contents. Je pense que c'est pas comme ça qu'il faut analyser les choses. Hein. On a une nécessité de modernisation encore de cette ville. On a des équipements qui sont quand même un peu fatigués dans de nombreux endroits. Et globalement, moi, ce que je perçois aujourd'hui, c'est que même si on arrive à faire les 7 millions d'euros d'investissement en 2024 et les 7 millions d'investissement en 2025 qu'on va rediscuter dans le cadre du budget, qui nécessite 6 millions d'endettements supplémentaires hein, d'ici la fin du mandat, il reste encore une liste colossale de choses à faire après. Donc, j'ai pas le vertige, hein, j'ai pas peur et on n'a pas peur, mais il faut juste mesurer l'ampleur de la tâche. Hein, pour que Thaon rebascule au fur et à mesure dans le concert des villes regardées pour leur dynamisme, pour la façon d'aller vers l'avant. En sachant que ça ne va pas être facile non plus, parce que les habitants, en général, n'aiment pas trop les travaux, hein, n'aiment pas trop les investissements. Pourquoi ? Parce que c'est quand même plutôt chiant, et je les comprends. Mais il faut absolument les faire. Donc d'habitude, là, les villes qui étaient staffées, et nous, on est arrivé en maillot de bain ici, hein, donc c'était quand même pas facile. Donc les villes qui sont staffées, elles sont en train de finir leur cycle d'investissement, là. Vous le voyez dans les villes où vous allez partout, notamment les grandes. Vous voyez bien que les gros travaux sont en train d'être faits. Ça va s'arrêter, là, dans 1 an et demi. Là, nous, on va attaquer. Donc on va mettre la ville sans dessus-dessous, un réseau de chaleur, les travaux, la rue de Lorraine, la rue des Aulnes, etc. On va mettre la ville sans dessus-dessous. Hein. On va générer une forte hostilité, une forte résistance, sans doute, hein, de l'agacement. On va dire, mais pourquoi ils font autant de travaux? Ils sont quand même pénibles. Il faut impérativement les faire. Il faut impérativement les faire. Voilà. Si on ne les fait pas, c'est parce qu'à un moment donné, peut-être que budgétairement, à cause des mauvaises nouvelles qu'on a eues hier, ou avant-hier sur la rue des Aulnes et la rue du Tac, que budgétairement, on mette en compromis, en compromission peut-être même,
le budget de la collectivité. Voilà. Ça sera, bien sûr, pour moi, c'est un repère infranchissable. On ne peut pas mettre la ville en difficulté financière. Mais néanmoins, il va falloir l'endetter substantiellement, mais pas de manière déraisonnable. Donc il va falloir mener les projets. C'est très important. Donc ça nécessite une vélocité. Je pense qu'on peut l'avoir. Ça va nécessiter du cran et du courage, et je pense que nous n'en manquons pas. Et bien entendu, qu'on soit tous bien alignés sur ces sujets-là. Donc moi, avant, parce que c'est un message qui peut sembler pas très positif, mais je peux vous dire déjà que j'ai la conviction qu'on est en mesure de le faire, et je voudrais vous remercier chacun et chacune pour le travail qui est fait. Et notamment je voudrais parler du bureau municipal, qui est quand même une instance fluide aujourd'hui de décision, qui tranche vite, qui coupe pas les cheveux en quatre, qui coince pas, qui bloque pas toute décision pour des chicailleries. On est encore dans une instance de projet, de discussion, de débat, c'est prospectif, et c'est donc assez plaisant de le faire comme ça. Et pour le reste, je sais que voilà, chacun est mobilisé. On a eu l'occasion de beaucoup y revenir, d'ailleurs les derniers temps, et notamment pour être tout à fait transparent sur de questionnements sur le rôle ou l'implication de certains élus de l'exécutif, des conseils municipaux délégués, pour lesquels on a pu reconfirmer, revoir les missions, revoir le contenu de leur travail. Ça, c'est aussi une exigence, voyez. Un président d'exécutif, un maire, il doit, avec ses élus, doit être toujours vigilant à ça. Et pas laisser tranquillement les trucs, voyez, déborder, ou partir en javel, et puis bon, il est là, il n'est pas là, on s'en fout. Non, c'est très important. C'est un engagement qu'on a pris vis-à-vis des habitants. Depuis le 25 mai 2020, il durera jusqu'à la mi-mars à peu près 2026, et il n'y aura aucune raison de relever le pied en disant bon, c'est déjà pas mal ce qu'on a fait, on n'a qu'à arrêter. Non, on ne peut pas lever le pied. On va continuer à mettre le pied au plancher parce qu'il y a eu un retard trop important dans la prospective et dans les investissements apportés. Voilà, donc c'est... Et on continuera de sensibiliser les habitants, de faire nos réunions publiques, d'essayer de convaincre les habitants de cette impérieuse nécessité. Mais voilà, on va sur 2 années particulièrement denses. Donc il faudra bien vous reposer pendant vos vacances, si vous en avez. Certains n'ont pas la chance de pouvoir en poser. Et puis de trouver un temps d'apaisement dans vos familles, avec vos proches, là, dans les jours qui viennent. Noël, vraiment une parenthèse exceptionnelle. Si on nous dédouanait de toutes ces choses-là dans les jours qui viennent, là, pendant quelques jours, et puis de rattaquer fermement et avec beaucoup de conviction dès début janvier, on aura l'occasion et le plaisir de se retrouver d'ailleurs dès les vœux. Dès le 5 janvier, vous avez vu qu'on ne traîne pas pour remettre le tempo et indiquer la feuille de route. On y travaille, on va organiser une belle soirée sur la rotonde, sans prétention, mais une belle soirée donc le 5 janvier. Là, on a le plaisir bien sûr de convier l'ensemble des habitants. Il y a pas mal d'institutionnels qui ont confirmé leur présence, donc c'est très bien. Ça va être une soirée agréable, donc qui prolongera ce temps des confiseurs. Et pour les plus courageux, vous pourrez à 14h le 1er janvier aller prendre votre bain du Nouvel An au domaine des Lacs, puisque le ST Triathlon remet en place cette tradition. Je me tâte encore. Si certains y vont, j'irai, mais si je suis tout seul, je pense que j'y réfléchirai 2 fois. Alors s'il y a des candidats... Alors j'ai tenté, j'avais motivé Michel Henrich l'autre jour, mais il va me dire qu'il ne sera pas dans les Vosges le 1er janvier, dommage, puisqu'on est sur un espace communautaire aussi sur le domaine des Lacs, ne l'oublions pas. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà, vous remercier sincèrement, gardez cet enthousiasme et cet optimisme dans le travail, et surtout une chose, et vous ferez vos bavardages après, surtout une chose, la loyauté par rapport à votre propre engagement. N'oubliez jamais ça, la loyauté par rapport aux habitants. Je ne parle pas par rapport aux maires, par rapport aux habitants. Quand on se dit des fois, est-ce que je vais à cette séquence-là ou j'y vais pas ? Je fais ce travail-là ou je ne le fais pas ? Je porte ce projet, j'ai pris une porte dans la figure, est-ce que je rentre par la fenêtre ou pas ? N'oubliez jamais qu'on a l'immense honneur quand même, les 33 autour de la table, en tout cas pour la trentaine qui siège vraiment régulièrement, on a l'immense honneur quand même d'avoir le suffrage des Tahonnais en confiance, et que ça vaut quand même quelque chose.
Hein, ne l'oublions jamais. Ça, c'est l'étoile quand même, l'étoile qui est toujours un peu au-dessus et qu'il faut jamais, 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 jamais oublier. Et puis que si la prochaine fois, ça ne nous intéresse pas les uns les autres, ben, on ne sera pas obligé d'y retourner. Mais en tout état de cause, quand même, jusqu'à la fin, jusqu'à la mi-février, la mi-mars, pardon, 2026, de toujours garder cela en esprit. Certains sont élus depuis longtemps, certains ont eu des occupations électorales depuis longtemps. Vous savez ce qu'il en est. Voilà. Donc continuons, c'est très important, c'est essentiel. Thaon, dans l'Agglo et dans les Vosges, doit vraiment continuer à retrouver des lettres de noblesse qui, je crois, quand même, étaient en train de s'effacer au fur et à mesure. Merci à chacun et à chacune d'entre vous. Passez de bonnes fêtes, à vous, à vos proches, un joyeux Noël et une belle séquence de repos.